Back with the remix. These boys are my sons like Phoenix. My city. See the shots that I took, wet like I'm booked. Raising up, deep three on the way. Oh, Durant goes, boom! that is just, The sun came out, I went about to drop. All right, so let's go. Shazam! Salut à tous, bienvenue dans Valley Hoop, le podcast francophone consacré aux Phoenix Suns. On se retrouve à quelques encablures, à quelques jours du début de la saison régulière NBA. Je crois que pour les Suns, le premier match sera contre les Kings. Je me souviens plus exactement de la date en revanche, donc en gros en début de semaine prochaine. Et bah voilà, c'est le moment un peu de se lancer un peu dans une espèce de preview, et on va reprendre un peu le modèle qu'on avait utilisé l'année dernière, c'est-à-dire celui des over-under sur l'échelle de Nash. Avant de réexpliquer un peu le concept, je vais déjà dire bonjour à mon seul compagnon pour l'émission d'aujourd'hui. C'est Lucas. Comment ça va, Lucas? Salut Rod, moi ça va très bien et toi? Écoute, ça va pas trop mal. Effectivement, on est juste en duo pour cette émission parce qu'il y a différents impératifs, différentes choses. Mais on va essayer de tenir le podcast quand même dans ces conditions, et surtout de vous présenter une preview qui soit un petit peu intéressante, en tout cas pertinente. J'imagine que voilà, vous fans des Suns, ou simples curieux d'ailleurs, vous avez déjà vu de droite à gauche, lu, entendu des previews sur la saison à venir des Phoenix Suns. Évidemment, tout n'est pas forcément très très optimiste, j'imagine. Et nous, l'idée, donc un peu sur le modèle de l'année dernière, c'est d'essayer de se poser des questions, plus précisément de poser un peu des affirmations à propos des joueurs des Suns et de l'équipe au global, et de voir un peu pour chacune d'entre elles quelle probabilité, enfin en tout cas quelle chance nous, en tout cas individuellement, on leur donne d'advenir. Et on va noter tout ça sur notre fameuse échelle de Nash, donc qui va de 1 à 13 comme le numéro de Steve Nash, la légende des Suns. Et voilà, ça nous permet d'avoir une amplitude un peu plus intéressante qu'en notant sur 10 ou sur 5 ou quoi que ce soit. Et surtout, ça nous fait marrer de noter sur 13. Donc voilà, donc on va essayer là dans cet épisode de prendre ces 13 takes. On va sur le chiffre 13, c'est très intéressant. C'est très intéressant. On va prendre donc ces 13 takes et une par une, essayer de voir un petit peu ce qu'on en pense, et comment on note ça sur l'échelle de Nash. Donc encore une fois, sur l'idée de à quel point on juge probable que ça arrive. Est-ce que tout est OK pour toi, Lucas? Parce que c'est la première fois que tu fais ce Moi tout est bon, on peut commencer, puis on a du pain sur la planche en plus. Carrément, carrément, carrément. Eh ben écoute, on va commencer tout de suite donc avec la première take. Donc on remercie Greg encore qui a organisé tout ça et qui nous a proposé vraiment pas mal de sujets, pas mal d'affirmations. Donc la première qu'on a dans notre petite liste, c'est au sujet de Ryan Dunn, donc chouchou d'une partie au moins de l'équipe de Valley Hoop, et de toute façon un rookie l'année dernière qui a montré des choses très intéressantes, et dans lequel on espère beaucoup pour l'avenir des Suns. Mais un rookie qui pourrait, alors l'expression est un peu bizarre parce qu'il n'était pas spécialement installé en tant que titulaire la saison dernière, ça a été un peu fluctuant, on va dire. Mais la proposition, c'est Ryan Dunn va perdre son spot de titulaire dans l'effectif. On peut plutôt se baser, on va dire, sur ce qu'on a vu, encore une fois, ça reste de la pré-saison, mais en tout cas sur les 5 de départ alignés en pré-saison, Dunn était dedans systématiquement, sauf pour le dernier match où les titulaires étaient laissés au repos, mais justement, il faisait partie des titulaires laissés au repos. Donc ça en dit long, c'est-à-dire que dans l'idée, a priori, l'ami Giordano veut commencer avec Ryan Dunn titulaire. Est-ce que Ryan Dunn va le rester? Est-ce qu'il le sera encore au fil de la saison et au bout de la saison? C'est la grande question. Donc toi, combien tu noterais ça sur l'échelle de Nash, Lucas? Moi j'irais assez haut quand même dans le sens où, comme tu l'as dit l'année dernière, c'était déjà très fluctuant et que, selon, les runs que fait l'équipe et les runs que fait Dunn lui-même, ça peut être assez variable, tu vois? Si vraiment sur une série de 4-5 matchs, le shoot rentre pas du tout, et que ça devient pénalisant, c'était ça qui lui avait coûté sa place par séquence l'année dernière. Je pense qu'en plus, là, vu le roster, il y a des remplaçants, assez désignés pour ça, et il y a aussi la question de la taille, hein, qu'on a beaucoup abordée dans les derniers podcasts, où au final, il fait exactement la même taille que, Dillon Brooks, qui lui, je pense, rapidement en saison régulière sera amené à jouer beaucoup de minutes. Donc à mon avis, moi, j'irais à hauteur de 8 sur 13 quand même, dans le sens où même si c'est un joueur important du projet, et je pense que Ott, dans tous les cas, va vouloir construire avec Dunn en tant que titulaire, parce que, sur les 3-4 années à venir, c'est quelque chose qui sera souhaitable. Je pense qu'il y aura des moments dans la saison où il aura des coups de moins bien,
et où tu devras t'appuyer sur des joueurs un peu plus valeur sûre comme Brooks qui ont été des titulaires réguliers en NBA. Donc, je pense que tôt ou tard, il va sauter, peut-être pour revenir après, mais ça m'étonnerait qu'il fasse vraiment toute la saison en tant que titulaire. Ouais, un peu dans une logique justement de résultat, de se dire: «Bah, là, tu as un 5 de départ qui est un peu faible, qu'est-ce que je bouge pour vraiment améliorer en qualité pure?» on va dire, et de se dire: «Bah, voilà, c'est un peu lui qui saute parce que, bah, tu as d'autres solutions» et que, par exemple, tu peux mettre Royce O'Neal à sa place ou ce genre de choses, quoi. Qui apporte plus de garantie offensivement, par exemple, quoi. Ce serait un peu ça l'idée, j'imagine. Oui, c'est tout à fait ça, ouais. C'est Mmh. qu'à un moment, bah, si tu sens que, ton jeune joueur, il est pas trop dedans, bah, écoute, tu lui baisses un peu son minutage, tu mets des joueurs un peu plus tauliers, le temps qu'ils reprennent la confiance, qu'ils se refassent les dents, face à des bancs plutôt que face à des titulaires. Ce qui permet aussi, bah, de jouer contre des joueurs un peu moins forts et de retrouver un peu de la confiance et en général, c'est comme ça que tu fonctionnes avec les jeunes joueurs, quoi, donc c'est que sa deuxième année. L'an dernier même sur sa première année, il a pas tant joué que ça à l'échelle d'un rookie majeur, donc en soi, je serais vraiment pas surpris qu'il se fasse sauter à un moment ou à un autre de l'année. Ouais. Moi, sur celle-là, je suis effectivement, alors malgré tout l'amour que j'ai pour Don, je suis assez sensible à cet argument-là. En tout cas, ça me paraît assez logique. Et je pense qu'effectivement, les arguments que tu as donnés, c'est-à-dire à la fois la logique justement des hauts et des bas d'un joueur dans une saison et du fait qu'il va être plus facilement, enfin, il va être logiquement en tout cas, il va être moins régulier que d'autres joueurs qu'on a à ces postes-là, et notamment Dylan Brooks. Euh, l'autre logique, c'est effectivement la logique de taille et effectivement de se dire, si je décale, enfin, si mon poste 3 c'est vraiment Dylan Brooks, est-ce que je peux me permettre d'avoir Ryan Dunn en poste 4 ou est-ce qu'il est pas trop petit? Et effectivement, il y a cette question-là qui va revenir assez vite à mon avis, sur le devant de la scène. On verra, hein, évidemment comment ça va évoluer, mais effectivement, ouais, je pense que c'est ça, c'est dans la logique où il serait titulaire poste 4, ce qui est prévu, là, tel qu'on l'a vu en pré-saison. Effectivement, cette donnée-là de la taille, elle est forcément très importante. C'est pour ça que ouais, moi je le mets à 6 parce que pour moi c'est quand même très probable. Je le mets en dessous de la moyenne parce que j'ai pas très envie que ça arrive et dans une certaine logique aussi, ça revient un peu à ce que tu disais, c'est-à-dire que ça peut être une espèce de retrait du 5 de départ pour reprendre un peu plus de confiance. Et même plus globalement, en fait, moi j'aimerais qu'il y ait vraiment un, justement une montée, enfin ouais, linéaire, c'est pas forcément le bon terme, mais en tout cas sensible par rapport à la saison dernière sur le minutage en fait global. Peu importe finalement, ça joue beaucoup évidemment de commencer un match, mais donc l'année dernière, je regardais, il a quand même joué 74 matchs, hein, finalement, c'est pas si mal que ça et c'est marrant de se dire qu'en fait, enfin, j'avais le souvenir d'une longue période où Mike Budenholzer le faisait plus jouer du tout. En fait, ça a pas été si long que ça. Enfin, il y a eu quelques matchs où il avait fait jouer 2-3 minutes, donc je pense que ça rentre dans le truc. Et globalement, ces matchs-là, notamment les matchs où il joue quelques possessions, ça avait fait baisser son minutage global en dessous des 20 minutes. Moi, j'aimerais bien que cette saison, donc il avait démarré 44 matchs l'année dernière. À la limite, qu'il en démarre autant ou moins, c'est pas le plus important pour moi, mais vraiment que son minutage augmente parce que ça voudra dire aussi qu'il y a une meilleure gestion des fautes, parce que voilà, il y a une importance, on va dire, dans le système défensif qui est de plus en plus prégnante. D'autant plus qu'a priori, il devrait avoir de l'aide de ce côté-là du terrain, ce qui était beaucoup moins le cas l'année dernière. Donc, ouais, moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que à la limite, c'est pas le plus important, mais effectivement, ça peut complètement arriver et ce serait assez logique sur certains aspects que ça arrive, que Ryan Dunn perde sa place de titulaire. Le plus important pour moi, c'est qu'il passe au-delà des 20 minutes de jeu en moyenne cette saison, qu'il s'approche des 25, ce serait parfait et qu'il continue sa progression, en fait, quoi et effectivement, ça peut passer par un Mmh. retour sur le banc, Ouais, tout à fait. Après, une saison NBA, c'est très long, hein. On l'a vu l'an dernier où, il avait été assez important dans l'équipe et il avait été titulaire ou du moins avec un gros temps de jeu très longtemps sur la première partie de saison. On arrive vers janvier-février, bah, c'est le fameux rookie wall pour beaucoup de joueurs et ça l'a été aussi pour lui, où il est carrément, passé sur un minutage inférieur à 10 minutes avec des DNP, des trucs comme ça pendant un mois pour finalement, bah, revenir un peu mieux et terminer la saison avec beaucoup plus de temps de jeu, quoi. Donc, là, la différence de la saison dernière, c'est qu'en termes de défenseurs, sur le porteur de balle adverse ou sur le principal attaquant adverse, il y a davantage d'options comme tu l'as dit, quoi. Donc, il sera pas aussi essentiel dans cette config qu'il était l'an dernier où c'était à peu près le seul profil de l'effectif qui pouvait endosser ce rôle-là. Là, il y a plus de variations, donc tu sais que s'il est un peu moins bien, c'est un joueur que tu peux faire sauter sans trop de difficultés. Après, dans la construction d'équipe, il y a aussi le fait de se dire, bah, c'est un cadre pour le futur, donc est-ce que justement on le teste pas sur des périodes où il a des difficultés, voir comment il répond en restant titulaire, en gardant le même rôle quand il est moins bien. Donc,
Mais pour le coup, je pense que vraiment, de par le côté laboratoire dont on a beaucoup parlé dans les émissions précédentes, il y aura de toute façon des allers et des retours entre le 5 et le banc pour pas mal de monde et pas seulement pour lui, hein. Oui, c'est ça, on risque d'avoir, pas mal de line-up différentes, ne serait-ce que dans le 5 de départ Mmh. effectivement, au fil de la saison. Autre aspect sur le côté défensif, enfin ça rejoint et ça complète ce que tu dis. Effectivement, l'année dernière, non seulement effectivement il bouchait beaucoup de trous ou quoi que ce soit, mais c'était même le seul joueur à peu près que tu pouvais envoyer, sur le porteur de balle adverse. Là, a priori, ce rôle-là sera pour Dillon Brooks qui a vraiment, voilà, il est très fort là-dedans, quoi. Donc effectivement, ne serait-ce que ça va changer un peu ses prérogatives dans l'équipe et tout. Donc on va voir un peu comment ça va fonctionner, mais moi je suis très curieux de voir un peu, les auditeurs qui ont suivi les podcasts l'ont compris, moi je suis assez intrigué par cette nouvelle version des Suns et de voir ce que ça va donner sur le terrain, avec moins d'ambition évidemment. Donc voilà, pour Ryan Dunn, ça va être très intéressant de voir comment son rôle évolue cette saison, parce que moi je suis effectivement plutôt dans le camp de ceux qui pensent que il a un avenir en tant que titulaire des Suns à moyen terme, voilà, et que donc du coup effectivement il faut continuer à bosser autour de lui, à polir un peu le produit brut qu'on a eu en début de saison dernière, même si encore une fois un joueur déjà un peu plus âgé que certains rookies qui arrivent en NBA, donc avec certaines données dans son jeu qui étaient plus avancées que pour d'autres rookies. Voilà, on peut passer, si ça te va, à la deuxième take, deuxième affirmation. Royce O'Neal ou Grayson Allen part à la trade deadline. Donc on va même agrandir un peu le truc par d'ici la trade deadline. Donc d'ici la trade deadline comprise, un de ces 2 joueurs ne sera plus un joueur des Phoenix Suns et donc sera échangé contre, on ne sait pas encore quoi. Qu'est-ce que tu penses? Pareil, je vais te laisser répondre en premier sur celle-là. Oh bah, là, je pense qu'on peut partir sur du 13, hein, clairement, ce serait tout sauf surprenant d'avoir un départ des 2. On en a beaucoup parlé dans les émissions précédentes. Les Suns sont une franchise qui dispose d'extrêmement peu d'assets et des vétérans comme ça, à qui on a fait signer des contrats justement facilement transférables. Bah, le but, c'est justement si tu as pas besoin d'eux dans l'immédiat, déjà, bah, tu leur parasites un peu leur carrière parce qu'eux, ils pourraient être des joueurs utiles dans des équipes plus compétitives. Et aussi, bah, il y a beaucoup d'équipes qui justement, elles, n'ont plus besoin d'assets genre tour de draft et compagnie, qu'elles sont volontiers prêtes à céder pour un renfort vétéran avec des joueurs en plus au profil très, très utile. Donc pour le coup, je pense qu'on est vraiment sur du 13 là-dessus, ce serait extrêmement surprenant qu'il y en ait un des 2 qui parte pas. Je trouverais même surprenant que les 2 soient encore là à la fin de la saison. Ouais, tu mets même les 2 dans le truc, tu te dis: «Allez, ce sont Ouais, c'est franchement, même pas s'il l'un en ou reste l'autre». un des 2 à la fin de la saison, je serais très étonné. Ah, intéressant. Je vais mettre un 12 moi sur celle-là. Effectivement, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que l'un ou l'autre partira, c'est à peu près certain d'ici la trade deadline et d'ici l'été prochain. Ne serait-ce que parce que ce sont nos seules valeurs marchandes vraiment identifiées dans le roster là à l'heure actuelle. En termes à la fois de contrat et de valeur vis-à-vis de la NBA au global. Hem, je vois plus Royce O'Neal partir que Grayson Allen compte tenu de son contrat qui est peut-être plus abordable. Nous, je pense qu'on a peut-être plus intérêt à garder Grayson Allen par rapport à certaines données du roster, notamment le shooting. Mais globalement, l'un ou l'autre peut partir. Ça va vraiment dépendre des opportunités. Et comme je le disais dans la première version, heu, pour moi, le truc vraiment qui fait que je mets à 12 et pas 13, ça dépend pas vraiment de nous. Nous, on est vendeurs quoi qu'il arrive. Ça va plutôt dépendre de, est-ce qu'on va vraiment trouver preneur, en fait, quoi. Et en fait, il est possible que, il y ait un cas de figure où on trouve pas preneur pour aucun des 2 joueurs d'ici la trade deadline et on les garde dans l'effectif parce que, bah, ils ont fait, pas un très bon début de saison et qu'ils sont pas, très attirants, on va dire, sur le marché. Et que par ailleurs, les équipes qui étaient candidates à ce type de profil-là ont trouvé mieux ou moins cher ou sont sorties de la négociation avec nous parce qu'on demandait trop. Enfin voilà, il y a plein de cas de figure où ça pourrait capoter, on va dire. Et moi, c'est plutôt de ce côté-là que je vois la faible possibilité qu'un des 2 joueurs soit pas transféré d'ici la trade deadline. Pour moi, effectivement, c'est quasiment certain qu'un des Ouais, moi, pour moi, preneur, tu trouveras, quoi qu'il arrive. d'accord. Il y a des équipes qui le voudront. On l'a vu quand Royce O'Neal était au Nets et qu'on l'a fait venir aux Suns. Tu trouves un moyen de parce que le contrat, il passe bien, celui de Allen, c'est un peu pareil. Ouais. La seule difficulté que tu aurais qui fait qu'il y aurait un scénario, effectivement, tu pas de départ de l'un ou de l'autre, voire même d'aucun des 2, bah, ça serait que vraiment il y ait des équipes en fait qui aient pas juste, la flexibilité au niveau du cap pour faire fonctionner ce genre de transfert. On a vu cet été qu'il y avait beaucoup d'équipes qui avaient des idées, qui avaient de l'ambition et qu'en fait, bah, c'était trop galère au niveau du cap, hein. Ça a été une free agency absolument calamiteuse pour tous les agents libres parce qu'il y avait beaucoup trop peu d'argent à dépenser, quoi.
Et beaucoup de franchises, bah, mine de rien, je pense, se retrouveront un peu dans cette situation-là. Si elles essayent de faire venir Allen, ou O'Neal, bah, c'est juste qu'en fait, techniquement, elles n'auront pas la possibilité de le faire, quoi. Mais en dehors des considérations purement techniques, au niveau du cap, c'est des joueurs qui intéressent, c'est des joueurs qui ont une valeur, c'est des joueurs qui ont des contrats pas trop durs à transférer sur le papier. Donc s'il y a des équipes qui les veulent, elles trouveront le moyen de les faire venir. Je suis pas inquiet là-dessus. L'autre frein que je verrais, Moi, c'est vraiment, vraiment la limite, pardon, je te coupe, mais moi, la limite, c'est s'il y a des équipes qui les veulent. Encore une fois, mmh, dans le sens où, tu vois, il y a peut-être, enfin, on est peut-être un peu sorti de la fenêtre où ces mecs-là étaient vraiment très, valuable, on va dire, sur le marché de transfert. On verra cette année, hein, ça se trouve, ils vont mmh. pas mentir, ils vont faire tous les deux un très bon début de saison. Et en fait, ça va être des cibles de ouf de trade toute la saison. C'est possible, en fait. Bah, tu vois, moi, je verrais presque la limite inverse de se dire que, bah, en fait, les 2 joueurs, tournent bien Ouais. et enfin, peut-être pas les 2, hein, je pense plus à Allen comme toi tout à l'heure, Mhm. mais où justement, où tu te dis, bah, en fait, là, dans ton effectif, c'est une pièce, en fait, assez centrale pour que tout fonctionne donc comme j'avais dit la dernière fois et en fait, peut-être que le coach va se dire: «Bah, non, en fait, j'ai pas envie que vous m'enleviez mon joueur parce que là, Ouais. mon équipe, elle va plus tourner du tout, et le Je pense développement que c'est des ça, ouais. jeunes, c'est mal barré, si vous m'enlevez une pièce aussi centrale de mon collectif», quoi donc Ouais, c'est super intéressant parce que du coup, on balaye un peu tout le spectre. En fait, tout est un mmh. peu possible. Effectivement, il y a beaucoup plus de chances que ces mecs-là soient tradés parce que, vu leur position, encore une fois, dans l'effectif, c'est un peu ce qui est marqué sur le contrat. Quand tu regardes un peu le salarié, enfin, toute la table des salaires des Suns. Mais effectivement, oui, en fonction de plein de facteurs, ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Donc, ça, Bah, c'est ça, tu vois l'exemple, par exemple, de Eric Gordon qui justement était annoncé, au départ de Houston, année après année et qu'au clairement. final, bah, ils ont jamais vraiment franchi le pas. Des fois parce qu'il y avait pas preneur, des fois parce que c'était trop cher, et qu'au final, au moment où Eric Gordon est devenu vraiment disponible et qu'il est arrivé à Phoenix, bah, il était trop vieux et c'était plus le joueur intéressant qu'il était au moment où pendant 4 années de suite, on avait dit: «Il va être transféré», tu vois? Et c'est Carrément. vrai que tu peux te retrouver dans ce cas de figure avec des profils finalement pas si rare que ça en la personne de Allen et O'Neal, où tu peux te dire: «Bah, ouais, en fait, c'est des profils, il y en a un peu partout, il y aura peut-être moins bon, mais ce sera beaucoup moins cher quand même». Mhm. Bah, ouais, ouais, non, clairement, clairement. Et je pense que c'est d'autant plus valable pour Royce O'Neal, qui est un tout petit peu plus vieux, qui est quand même un peu plus en déclin, on va dire, sur ce qu'on a vu sur l'année dernière. Donc, ouais, on va Ouais, voir. bah, disons qu'il a moins convaincu défensivement en tout cas que Voilà. le joueur qu'on nous avait vendu au départ quoi, mais qui après, bah, c'est quand même montré d'une efficacité redoutable à 3 points, en plus d'être un excellent passeur dans un système où la balle bouge un peu, hein. Mmh. Donc ouais, effectivement, ouais, ouais. On verra bien tout ça. On passe à la suite, et là, il est question de notre nouveau pivot qu'on n'a pas encore vu avec le maillot des Suns, Mark Williams, qui était déjà, blessé, ça commence bien, pendant la pré-saison, et effectivement qui est un joueur qui depuis le début de sa carrière est vraiment injury prone comme on dit, sujet aux blessures, et la question, donc l'affirmation, c'est Mark Williams va jouer 45 matchs ou moins, cette saison. Je pense que, bah, là, je peux commencer. On peut partir sur un 13 parce que, allez, enfin, allez, on va, pareil, tu vois, je vais laisser la possibilité du doute et quoi que ce soit. Je vais dire 11 parce qu'en fait, je me dis, il y a quand même un monde où c'est un peu la breakout saison où, en fait, voilà, pour faire simple, il n'a jamais dépassé les 45 matchs en saison régulière pour l'instant en NBA. Première saison avec Charlotte, c'est 43 matchs. Deuxième saison avec Charlotte, 19 matchs. Troisième saison avec Charlotte, 44 matchs. Donc effectivement, à chaque fois, enfin pas à chaque fois, la Mais avec première les Lakers, troisième. 0, hein, c'est fou ça, hein. Ouais, bah, parce qu'il était trop important dans le dispositif. C'est pour ça. Et donc du coup, tout ça pour dire qu'effectivement, voilà, cette image-là de joueur un peu fragile, ça lui colle au basque, mais pas pour rien, parce qu'effectivement, depuis le début de sa saison, depuis le début de sa carrière, pardon, il n'y a pas eu de continuité du tout, et il a jamais fait plus que 45 matchs. Pour moi, ça paraît peu probable de le voir dépasser cette limite cette saison. Donc fixer la limite à 45 et dire il va jouer 45 ou moins, ouais, je vais mettre 11, parce que à mon avis, c'est ce qui va se produire. Et là, pour le coup, pareil, on est un peu dans l'espoir, c'est-à-dire que j'aimerais bien qu'il en joue plus de 45, évidemment, mais j'y crois pas fort. En fait, c'est ça, c'est que je me dis qu'il y a une petite possibilité, mais que même s'il dépasse les 45, ce sera pas beaucoup plus. Tu vois, c'est un peu ça, comme ça que je le vois, c'est que ça peut être une saison à 50-55 matchs, plus ça paraît quand même un peu compliqué. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, je pense que dans tous les cas, c'est pas dans l'intérêt des Suns de forcer sur lui non plus, en fait, où tu es vraiment sur une année où de toute façon, en tout cas dans l'immédiat, il y a pas vraiment d'objectif, d'impératif de victoire. Peut-être au cœur de la saison, ça se décantera et ça deviendra le cas. Mais, dans l'immédiat, vu ce que tu t'es fixé comme objectif, où tu es vraiment sur une année de transition, il y a pas de raison de tirer sur la corde pour aller gratter 1 ou 2 victoires de plus, quoi. Surtout qu'on est
sur un poste où on a recruté énormément, où tu as des joueurs à qui tu voudras donner du temps de jeu. Là, pour le coup, tu vois, justement, c'est Ighodaro qui a été le pivot titulaire en pré-saison. Je m'y attendais pas vraiment. Mais en soi, bah, du coup, ça le rajoute dans l'équation dans laquelle il y avait déjà Williams, Nick Richards et Malouak. Donc, tu te dis: «Bah, ouais, effectivement, si Richards, il est un peu pété, on va pas le forcer à aller jouer. Il y a qu'à justement, on va profiter de l'occasion pour donner des minutes à des joueurs qu'on a davantage besoin de tester, quoi». Donc, Carrément. quand il sera sur pied, il y a pas de souci, il jouera, il aura du temps de jeu, il sera même probablement titulaire. Ouais, ouais, ouais. Mais s'il est, un peu cabossé et qu'il est moyen pour jouer, bah, il y a aucun intérêt de le faire jouer sur un pied, quoi. Si effectivement tu es une équipe qui a 44 victoires, et que, bah, ouais, 1 ou 2 victoires, ça fait la différence entre le play-in et les playoffs, ouais, tu vas dire: «Bah, c'est pas grave, vas-y, même si tu es sur un pied, tu y vas, quoi». Mmh. Mais si tu as 3 autres pivots qui méritent du temps de jeu et qu'en plus tu joues rien, bah, il y a pas de raison d'aller faire jouer un joueur assez fragile quand il est pas à 100. Donc tu mettrais combien toi pour celle-là? Je pense, comme toi, on va dire, 12,9, ouais, c'est On est parce que aussi bien il fait l'année de sa vie niveau santé, c'est possible aussi, mais enfin bon, là, ça part pas sur les bons rails, hein. non, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que pour l'instant, on sait pas encore s'il sera disponible pour le premier match. Ne serait-ce que ça, ça met un peu le doute, c'est sûr. Et effectivement, c'est lié donc bah, on va partir sur la tech suivante parce que c'est un peu lié, comme tu disais à la reconfiguration qu'on a là au poste de pivot dans le roster, et au fait que notamment on a drafté, en 10 ce fameux Kaman Malouach, qui lui pour le coup a joué en pré-saison, qui a fini même par un très bon match là en tant que titu, contre les Lakers sur le dernier match où il a dominé DeAndre Ayton. Ça c'est beau ça. Pardon. C'était juste un petit plaisir coupable. Mais donc oui, tout ça pour dire sur Kaman Malouach, notre take, ce serait Kaman Malouach finit à 12 minutes par match en moyenne cette saison. Donc la question ne porte pas vraiment sur le nombre de matchs qu'il va jouer, mais plutôt sur son temps de jeu quand il sera aligné. Assez intéressant celle-là, j'avoue que moi je serais plutôt 12, donc on va dire au moins 12 pour la jouer un peu dans ce sens-là, donc over-under quoi. Donc moi pour le coup, il y a quand même pas mal de chances que ce soit 12 ou plus. Donc moi je pense que je vais mettre un 9, parce qu'il y a aucune garantie et qu'on a vu encore là pendant la pré-saison, mais de toute façon on le savait dès la draft, vu le profil, vu le fait que c'est un joueur qui, on le rappelle, a commencé le basket relativement récemment, par rapport aux joueurs de sa classe d'âge, on va dire. Hem On sait que c'est voilà, il a beaucoup à apprendre et qu'il est pas du tout prêt encore, mais il y a quand même des flashs et ça a l'air de progresser assez vite, d'une manière générale. Là, je me base plus sur les scouting reports que j'avais pu entendre, la saison dernière. Donc je trouve pas ça déconnant de me dire qu'il peut, ouais, être un peu plus de 12, ouais, il peut être à une quinzaine de minutes par match, essentiellement sorti de banc. Mais donc on l'a dit avec Mark Williams qui sera sans doute indisponible à plusieurs reprises, gagner un peu, monter un peu dans la rotation, peut-être s'imposer aussi au fil de la saison, de plus en plus. Ouais, bizarrement, je suis assez optimiste moi sur celle-là, je mettrais un 9. Je sais pas ce que tu en penses, Lucas? Bah, disons que 12 minutes, la barre est pas très, très élevée, quoi. Mais c'est vrai que dans une rotation où tu as beaucoup de pivots qui estiment mériter du temps de jeu, c'est quelque chose qui peut être assez compliqué, quoi. Notamment en termes de hiérarchie et au stade de la carrière de certains joueurs, parce que au niveau d'une équipe NBA, le temps de jeu, c'est aussi pas mal une question diplomatique, quoi. Où du coup, quand tu as des joueurs qui savent que d'ici 1 an, 2 ans, bah, il y aura potentiellement une recherche de contrat, bah, en tant que coach, tu leur fais un peu une fleur en leur permettant de se montrer aussi, quoi. Donc c'est vrai que ça peut jouer contre Malouak aussi. Il y aura, bah, comme on avait dit tout à l'heure pour la saison rookie de Dunn, il y aura sans doute des coups de moins bien assez évidents. Il y aura, je pense, beaucoup de problèmes de faute aussi au début, qui vont limiter de facto son temps de jeu. Donc c'est vrai que je suis pas sûr à 100 non plus que ce sera une barre atteinte. Dans le sens où quand tu joues, avec une rotation à 3 pivots, tu en as un premier qui est à 25, un autre qui est à 15 et le dernier en général, il est à moins de 10, quoi. Donc c'est vrai que dans les médias, moi, je serais quand même plutôt confiant parce que comme on l'a dit, c'est quand même pas des assurances touristes niveau santé, les gars qu'il y a devant lui. Donc j'irais quand même au-dessus de la moyenne, mais de peu. Je dirais plutôt 7 parce que historiquement, des rookies, même talentueux, sur le poste de pivot Un peu, tu vois? spécifiquement, c'est pas les joueurs qui prétendent au plus de temps de jeu, quoi. Ça aurait été sur un autre poste, j'aurais peut-être dit oui. Sur le poste de pivot, en général, c'est là que c'est le plus dur d'avoir des minutes et notamment à cause des fautes. Ouais, clairement, c'est vrai que tu as raison de rappeler ça. C'est vrai qu'il y a aussi cette donnée-là c'est tu peux rester plus de 12 minutes si effectivement tu fais pas, 4 fautes en Ouais, si tu y arrives, ouais, déjà, quoi. exactement, ouais. Et que tu es déjà un peu dans la sauce, exactement. Donc ça joue aussi. Par contre, moi, le petit argument pour finir là-dessus qui me rend assez optimiste par rapport à cette tech-là,
on va dire encore un peu plus, c'est le fait que justement c'est un peu le jeune phare du projet. Bon, c'est un peu, c'est vite dit, mais c'est le rookie, enfin c'est le jeune, puisque en prenant aussi les rookies de la saison dernière, drafté le plus haut, avec le plus de potentiel sur le papier en tout cas, et sur lesquels on se dit vraiment que les Suns sont misés, parce qu'on rappelle qu'il y a eu un échange pour monter à la draft et pour aller chercher ce 10e spot. Donc il y a un peu aussi cette donnée-là, c'est-à-dire que de la même manière que, comme tu disais, tu as des impératifs un peu diplomatique dans la composition d'un roster et dans l'attribution des minutes. Je pense qu'il y a une logique à donner déjà pas mal de temps de jeu à Malouetch en disant bah voilà, c'est l'avenir, on veut construire sur lui, et donc dès la première saison on le met un peu dans le bain et voilà, on essaye de voir ce que ça donne et tout. Donc un peu plus que 12 minutes, moi ça me semblerait pas fou, mais effectivement de toute façon on risque d'être autour de ça, hein, en fonction de comment évolue la saison. Donc on va voir, ça va être assez intéressant aussi. Bah, disons que c'est là qu'est un peu le paradoxe avec Malouak, c'est d'un côté, c'est quand même un rookie drafté top 10, donc c'est pas rien non plus, mais qui est drafté aussi avec l'étiquette projet long terme, quoi. Donc, à voir après à quel point Hott, lui, se dira: «Bah, non, en fait, tu déjà prêt à contribuer», ou à quel point il se dira: «Bah, effectivement, t'es un projet long terme, là, pour cette année, c'est encore un peu juste, mais l'an prochain, il y a pas de souci», tu vois, quoi? Et c'est vrai que cette double étiquette, bah, elle est quand même dure à juger quand tu vois pas le gars à l'entraînement, quand tu l'as pas encore vu, sur des vraies minutes NBA, parce C'est que clair. souvent il y a des pivots qui jouent pas mal en pré-saison, parce que c'est la pression, ou même n'importe quel joueur, et dès que la saison débute, bah, boum, c'est de nouveau 3-4 minutes, quand il y a des minutes à gratter en sortie de banc, quoi. Et ça, tu le vois même souvent sur les postes arrière, sur des scoreurs qui vont te faire des petits cartons à 20-25 points en pré-saison, et en fait, ils vont manger DNP sur 4 des 5 premiers matchs, quoi. Donc, la pré-saison n'est pas le juge de paix du minutage, on le verra sur le premier mois de compétition. C'est sûr et certain, et sachant que déjà effectivement, sur cette pré-saison, il a pas non plus, un rôle si important que ça, effectivement, à part sur le dernier match, mais c'est vraiment très particulier, évidemment, vu qu'il y avait aucun des titulaires qui était aligné. Très bien, eh bien, on passe à la suite. La suivante, c'est sur, Colin Gillespie, qui a donc été l'une des bonnes surprises, des seules bonnes surprises, on va dire, de la saison dernière, qui a finalement été signé par les Suns sur un vrai contrat, et qui sera donc dans la rotation, a priori même assez haut sur le backcourt cette saison. Hem et donc la question, qui est posée, enfin l'affirmation qui est posée, c'est que Gillespie sera à 39 à 3 points, cette saison. Donc là, encore une fois, on va tailler large et dire 39 ou plus. Pas évident. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Moi, je suis assez confiant dans le sens où historiquement, ça a toujours été un très bon shooter, que ça soit sur ses 2 premières saisons aux Suns, ou que ça soit sur ses 4 saisons NCAA, c'est quand même une réussite, qui est fréquemment au-dessus de 39, voire au-dessus de 40, quoi. Donc, il y a de quoi être assez serein là-dessus. Après, c'est vrai que par rapport à l'an dernier, bah, il y a un spacing qui sera nettement moins bon. Mais dans tous les cas, je pense que Gillespie n'est pas une menace que tu te dois de surveiller quoi qu'il arrive. C'est plus un meneur de jeu qui va prendre les 3 points quand la défense les lui laisse, que vraiment un joueur qui va chercher de lui-même à aller se créer son shoot, ou un shooter de corner et cetera. C'est vraiment, «Ah bah tiens, là, la défense est en retard, boum, bah vas-y, j'allume», et c'est pour ça qu'il a un pourcentage aussi bon en général au fil de sa carrière, donc bon, moi, je serais, ouais, aux alentours de 10/13, je pense. Il y a quand même de quoi être confiant de ce côté-là. Après, bah, tout dépend aussi de la taille de l'échantillon, quoi, parce que c'est vrai que, si sur la saison, tu as juste le temps de prendre, 80 tirs, bah, ouais, un petit peu de maladresse et en fait, la barre des 40, elle s'envole totalement, quoi. Mais ça peut aller dans un sens comme dans l'autre, hein. Tu peux aussi finir une saison à 45 parce que tu as shooté peu, hein, c'est possible. Complètement. Bah, c'est vrai que jusqu'ici, c'est un peu la limite qu'on peut avoir, en tout cas en NBA, sur ces plutôt bons pourcentages. Je crois qu'il est à peu près à 40 là, sur ses 2 premières saisons en moyenne. J'essaie de retrouver ça pour pas dire trop de bêtises. Il est à 42 de moyenne sur les 3 premières, enfin, sur ses 2 premières saisons en NBA, sachant qu'en moyenne, il en Oui, la première à peu année près, était à Denver, oui, j'ai dit à c'est ça. Phoenix, c'est une bêtise. Non, bah, c'est pas grave. Mais en tout cas, oui, voilà, il fait cette première saison à Denver et cette deuxième à Phoenix, et où dans lesquelles il ne joue pas énormément, hein. On va on va pas se mentir, au total, il y a moins de 60 matchs pour l'instant en NBA pour Colin Gillespie, et il ne prend pas énormément de shoot à 3 points puisque c'est 2 par match en moyenne, en gros, sur l'ensemble de sa carrière. Donc 3 par match la saison dernière à Phoenix. Sur ces 3 par match, il était quand même à 43, donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Dans une équipe qui globalement, shootait très bien, notamment parce que comme tu l'as dit, il y avait un très bon spacing. Enfin voilà, il y avait un espèce d'effet d'entraînement autour de ça. C'était d'ailleurs un des seuls trucs qui fonctionnait bien pour Phoenix l'année dernière, le shoot de longue distance. Enfin, même distance d'ailleurs, vu ce qu'on avait comme,
comme spécialiste. Mais donc pour revenir sur Colin Gillespie, moi le petit doute que j'ai par rapport à ça, c'est ça, c'est pas par rapport à la capacité du joueur, c'est quel va être son rôle un peu dans le mix offensif des Suns cette saison. Est-ce qu'il va avoir plus de responsabilités un peu par défaut parce qu'en sortie de banc, ce sera presque le créateur principal, ce qui est pas impossible vu ce qu'on a à disposition, même si on a vu des bonnes choses de Butler et Goodwin pendant la pré-saison. Encore une fois, enfin voilà, je reprends ce que tu viens de dire sur la pré-saison, c'est-à-dire que bah tu peux avoir des mecs là, typiquement, Jared Butler qui a mis 35 points là, contre les Lakers, c'est tout à fait envisageable qu'il ne joue pas une seule minute sur les 5 premiers matchs des Suns parce que notamment effectivement Gillespie apporte plus de garanties. Euh, en tout cas dans le système que veut mettre en place Jordan Hunt. En tout cas, on verra, ça va être un des premiers trucs à voir. En fait, moi, c'est ça, c'est que je me dis, s'il passe à 3-4 tirs à 3 points par match, est-ce qu'il va garder la même efficacité? C'est possible que oui, mais rien ne le garantit vraiment. En fait, c'est plutôt ça le truc, quoi. Donc ouais, non, quand même, effectivement, ça reste un bon shooter globalement. J'étais pas trop au courant et donc je vais essayer, sur Basketball Référence, tu as ces stats-là, de retrouver ces pourcentages à la fac, à Villanova. C'est du même acabit. Ouais, Puis je c'est veux ça. dire, depuis qu'il est en NBA, tu vois, il prend Mmh. 55% de ses tirs derrière l'arc. Mmh. C'est un joueur, le 3 points reste son arme principale, Tout à fait. parce que c'est un joueur qui drive peu aussi, quoi. Mais disons que oui, quand il était à Nova, là, il est à 39% Ça sur prend toute la l'ensemble de route. sa carrière universitaire, tu vois? Donc on est pile dedans, effectivement. Donc effectivement, je pense Mmh. c'est un peu le range de toute façon où il sera. Effectivement, enfin, c'est ça. En fait, moi, je pense qu'il sera dans ce range-là entre 38 et 40. Est-ce qu'il sera un peu au-dessus, un peu en dessous? Enfin, ceci dit, en fait, en même temps, ça dépend de l'échantillon, comme on disait avant. Oui, c'est ça, cette barre-là, c'est plus une pièce en l'air, C'est effectivement, ça, quoi. évidemment, quoi. Mais le principal, c'est qu'il soit effectivement dans les eaux d'un shooter de référence en NBA, parce que je pense que en termes de qualité de shoot et en termes de sélection de shoot aussi, c'est clairement quelque chose, qui fait partie de son jeu, quoi. Au niveau du skill set, c'est un shooter de référence, il fait partie de ce gratin-là. Et effectivement, comme on l'a dit, on va avoir besoin, en termes de volume à 3 points, de trouver des joueurs qui sont, fiables, du côté des Suns cette saison. Donc moi, c'est pour ça que je le vois un peu augmenter peut-être son volume, parce que, bah, il va rentrer un peu dans la logique de dire: «Bon attends, là, on sort d'un 5 avec, personne qui shoot bien et tout machin, vite on ramène du shooting, bah, voilà, vient Gillespie» et ce genre de profil-là, quoi. Bah, c'est vrai aussi, mais disons que autant tu pas beaucoup de joueurs, qui shootent, tu pas beaucoup de joueurs qui drivent non plus, donc non, Effectivement. ça n'aide pas beaucoup non plus, quoi. Après, t'en as 2, mais on va y revenir d'ailleurs sur ces joueurs qui drive, parce qu'effectivement, oui, malheureusement, en dehors du starting five, c'est pas la joie à ce niveau-là. Après Gillespie, il en est capable, c'est juste que physiquement, il est quand même assez limité. Moi, enfin, la saison dernière, j'aimais bien ses séquences de drive parce que c'est toujours des trucs très alambiqués qui Mmh. parfois vont au bout ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'est pas par incapacité, c'est juste parce qu'effectivement, physiquement, c'est beaucoup plus dur pour lui, notamment au niveau du premier pas, par rapport à un Booker ou par rapport évidemment à un Jalen Green, dont c'est une des forces principales. Euh, Écoute, ouais, moi, pour finir sur Gillespie, on va rester au-dessus de la moyenne parce qu'effectivement, je pense que ça a quand même pas mal de chances de se produire. Mais il y a quand même quelques petits trucs un peu impondérables. Je vais mettre 8 sur celle-là, 8 sur 13, parce que, ouais, voilà, pour moi, on est quand même plutôt du côté où ça a pas mal de chances de se produire. Mais ça me surprendrait pas qu'il soit en dessous de 39%. Ce qui me surprendrait vraiment, c'est qu'il soit en dessous de 36, quoi, tu vois, voilà, typiquement. Mais, Oui, oui, ça, voilà. effectivement. Mais pour le coup, oui, qu'il soit à 37, 38, ce serait pas non plus déconnant. D'autant plus, encore une fois, si son volume augmente nettement. On va passer à la suivante, qui est au sujet de notre ami Osso Ighodaro, le player numéro 1 de l'effectif des Suns. Et la question, la phrase sera, il sera titulaire 20 matchs dans la saison. Donc pareil, il sera 20 matchs ou plus. Euh, Comment tu juges ça, toi, Lucas? Bah, là, pour le coup, je pense qu'on peut être assez confiant. Moi, Mhm. juste comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai été vraiment très très surpris par la pré-saison, le fait Toi, que tu ça le soit voyais lui ailier qui soit fort. titulaire. Toi, tu le voyais plutôt ailier fort dans la logique de la rotation, non? Bah, dans l'idéal, sur sa carrière NBA, moi, je préférais effectivement le voir en tant que pivot parce que, un intérieur en NBA, il faut qu'il joue 5, hein. Un intérieur qui ne peut jouer que 4, ça a pas beaucoup d'avenir en NBA, à part si tu es vraiment très, très fort, mais je pense que ça sera pas le cas d'Ighodaro. Mais effectivement, là, le fait que Hott se dise: «Bah, ouais, en 5, il est bien, il correspond à ce que je veux faire» et cetera. Ça a été une vraie surprise pour moi de voir que c'était vraiment lui le titulaire sur tous les matchs de pré-saison, enfin, dans le sens où il y avait d'autres joueurs disponibles. Il y avait certes pas Mark Williams, mais il y avait Nick Richards qui était le titulaire l'an dernier sur pas mal de matchs. Bon, bah, après moi je préfère Ighodaro. Il y avait Malouak qui avait possibilité de tester et cetera. Mais le fait de se dire: «Bah, vas-y, là, avec l'équipe qu'on veut tester, tu es mon titulaire», c'était une très bonne surprise pour moi que ça soit vraiment le titulaire poste 5, de cette pré-saison et je pense que ça le restera pour le début de saison
et comme on a dit tout à l'heure avec la fragilité de Mark Williams, bah, il y a peu de chances que de toute façon, il joue, beaucoup, beaucoup de matchs en tant que titulaire. Donc ouais, Ighodaro, titulaire plus de 20 matchs dans la saison, il y a de très, très bonnes raisons d'y croire, hein. Combien tu mets du coup? Bon, je pense qu'on peut aller à 11, hein. Ouais. Je vais pas rajouter grand-chose, je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit. L'argument principal, c'est même de dire effectivement, c'est ça. Là, on a vu qu'a priori, il est 2e dans la hiérarchie des pivots. On sait que, voilà, on l'a dit précédemment, Mark Williams, s'il va manquer, tant de matchs dans la saison, c'est à peu près acté. Voire même, en plus, il y a l'option de pouvoir le mettre en 4 titulaire sur certaines séquences de jeu pour grandir le 5 de départ et tout machin. Pour moi, il y a vraiment beaucoup de chance, notamment parce que c'est avec la progression du joueur et tout, mais on peut s'attendre à une bonne progression de Sergio Barro, même s'il y a des gros problèmes encore dans son jeu, notamment un principal, le shoot, qui fait que c'est très compliqué de l'imaginer titulaire, ne serait-ce qu'au poste 4 là, en NBA aujourd'hui, et même sur de longues séquences en fait. Mais effectivement, le fait que là, actuellement, dans l'esprit de Jordan, c'est le numéro 2 et que le numéro 1, ce soit Mark Williams, pour moi, l'équation, elle est assez simple. Je me mets en 13 sur 13. Pour moi, il y a vraiment de grandes chances que Ouais, et puis selon la qualité de son début de saison, bah, peut-être que même quand Mark Williams revient, Ighodaro reste le numéro 1, tu vois? Pour j'avoue. le pour le coup, en termes de projet collectif et en termes de hiérarchie, naissante, je trouve que c'est une excellente nouvelle que les choses soient au moins aussi claires que ça, concernant son cas, tu vois? L'an dernier, il avait été testé un peu partout avec, des succès à certains endroits, des échecs à d'autres, et en plus un niveau de jeu assez fluctuant, quoi, mais moi, pour le coup, le fait que ça soit aussi clair le concernant dès le début de la saison, c'est une excellente nouvelle pour le développement du joueur, ouais. Ouais, c'est assez intéressant. Et effectivement, on voit que ça lui donne de la confiance. Encore une fois, ça reste de Mmh, l'après-saison et tout quoi que ce soit, mais on a senti un joueur qui voilà, qui sait où il est. Enfin, il est à sa place parmi les titulaires des Suns. Et en tout cas, voilà, il a une importance dans cette équipe et dans ce roster. Aussi parce que justement, il a un profil très différent des autres pivots, donc ça peut tout être à aussi fait, ouais. intéressant en termes d'options de jeu, quoi. Donc clairement, on est confiant là-dessus. On va passer à la suivante et là, on commence à se rapprocher un peu des joueurs importants de l'effectif. Et d'ailleurs, effectivement, question importante autour de ça. Donc Dillon Brooks finira avec la 3e moyenne de tirs tentés de l'équipe. Alors donc je vais répondre en premier à celle-là. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a peut-être pas très envie, nous en tant que fans des Suns, de se dire ah, Dillon Brooks va avoir beaucoup de tickets shoot, ça va être la 3e option offensive derrière Booker et Green et voilà. Et c'est acté d'ores et déjà. Mais il faut aussi se résoudre à certaines réalités, on va dire en NBA. Et le fait est que là, dans l'effectif tel qu'on l'a, c'est un des seuls joueurs qui est vraiment habitué à avoir un volume conséquent en NBA, un volume de plus de 10 tirs par match. Franchement, il y en a pas tant que ça en fait, quoi, qui sont habitués à avoir ça, à avoir ce régime en NBA. Et Dillon Brooks, c'est son cas. Ça fait plusieurs saisons, je crois qu'il est à plus de 10 tirs par match en moyenne. C'est ça, sur la fin à Memphis, il est même à 15, putain, 15-16 sur les dernières saisons à Memphis, c'est quand même assez délirant. 13 et demi sur la toute dernière en 2022-23. Depuis qu'il est à Houston, ça a un peu baissé, mais néanmoins, il garde un volume de tirs assez important. Et la saison dernière, il était tout simplement à 12 tirs par match quasiment en moyenne, 11,9. Et il était, je crois, 4e option offensive en termes de nombre de tirs en tout cas de l'équipe derrière, donc Jalen Green, Alperen Sengun et Fred VanVleet. Euh, En fait, c'est ça. En fait, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui a une bonne efficacité au global, même si l'année dernière il a été plutôt moins 3 points, mais comme c'est quelqu'un qui finit très très peu au panier, du coup, et qui prend en plus pas mal de distance un peu à la con. En fait, c'est ça. Il a une prédilection à prendre des tirs difficiles, on va dire de base, qui est un petit peu surévalué par rapport au niveau que nous on lui voit, enfin en tout cas que les observateurs et que les autres, tout le reste du monde voit. Dylan Brooks se voit peut-être un petit peu meilleur que ce qu'il n'est, en tout cas plus opérant sur le côté offensif, plus capable de créer son tir et tout machin. Et ça fait qu'en fait, du coup, il a pas peur de les prendre. Et il y a aussi cette donnée-là qui rentre en ligne de compte. Donc, en fait, c'est pas que ça fait plaisir, mais en fait, pour moi, il y a une certaine logique à imaginer que Dillon Brooks sera le 3e plus gros shooter des Suns cette saison en volume, enfin shooter, en tout cas option offensive en termes de volume de tir. Euh, Ça me semble même quasiment gravé dans l'art. Alors, encore une fois, Ah oui, faut voir moi, ce que ça ça me donne paraît assez avec Mark inéluctable Williams. aussi, comme tu C'est l'as ça. très bien expliqué, Je vais mettre un 10 sur 13 parce qu'encore une fois, on sait jamais comment vont évoluer. Voilà, il y a pas mal de jeunes joueurs dans l'effectif et tout machin. On sait jamais ce que ça peut donner avec Mark Williams. Ça se trouve, ça va être vraiment une option offensive de ouf et on va lui dire, bah, attends, on va lui filer 12 tirs par match et tout machin, je sais pas. Mais en tout cas, oui, moi, sur le papier, en tout cas, ça me paraît logique d'arriver à là. Je mets un 10 sur 13. T'es d'accord, donc? ouais, comme tu l'as très bien expliqué, historiquement, Dillon Brooks, c'est ça, en fait. Il y a pas un tir qu'il se sent pas capable de mettre
et c'est tout le paradoxe du joueur qui est à la fois justement un joueur, estampillé 3&D où normalement, tu prends les shoots qu'on te donne, quoi, et en fait qui prend des shoots, de 6e homme à la Jordan Clarkson, quoi. C'est vraiment un joueur qui se surestime énormément dans sa capacité offensive, même dans les meilleures années de Memphis où ça dépassait les 55 victoires, c'était lui qui prenait le plus de shoots derrière Morant, tu vois? Et Brooks, ça a toujours été ça, et puis c'est un joueur très endurant, donc il prétend toujours à un très gros temps de jeu, qui prend du coup beaucoup de shoots qu'il faut qu'il prenne, qui en prend beaucoup qu'on aimerait bien qu'il ne prenne pas, mais ça fait partie du joueur, quoi. C'est des trucs que tu peux pas gommer, quoi. Il peut jouer 35 minutes, s'il joue 35 minutes, il va prendre beaucoup de tirs, ouais, ça va avec, quoi, donc non, moi ça me semble assez inéluctable. Dillon Brooks, il est comme ça, pour le meilleur et pour le pire, j'ai envie de te dire, quoi. L'an dernier, Houston, effectivement, il y avait peu de shooters extérieurs, donc c'était plutôt pour le meilleur parce qu'ils en avaient besoin. Peut-être que ça sera le cas aussi cette année aux Suns, mais c'est vrai qu'en soi, quand la réussite n'est pas là pour Brooks, c'est un joueur extrêmement frustrant parce qu'il peut te faire des matchs où il prend 18-20 tirs avec des pourcentages qui justifient absolument pas un tel volume, quoi. Dans tous les cas, c'est un joueur assez inefficace parce qu'il n'a pas le pourcentage à 3 points d'un shooter d'élite alors qu'il a le volume d'un spécialiste, parce qu'il prend beaucoup de shoots à mi-distance alors qu'il a pas du tout la qualité technique d'un franchise player. Mais c'est des shoots avec lesquels tu aimerais ne pas avoir à vivre, mais malheureusement, de tous les coachs qu'il a eu, il y a personne qui a réussi à lui faire changer sa sélection, donc il va falloir composer avec quoi qu'il arrive, quoi. Ouais, ça paraît effectivement assez improbable de se dire que Jordan, coach rookie, va arriver et faire Dillon Brooks, viens me voir, tu t'arrêtes. Oui, c'est ça, ouais, c'est Ou tu vas de juste réussir là où tous les autres ont échoué, ouais, ça me semble compliqué quand même. Ouais, non, c'est clair, c'est peu probable. Et effectivement, tu l'as dit, la question du volume à 3 points et de à quel point tu as besoin de joueurs qui les prennent et qui sont un minimum régulier et tout là-dessus, elle se pose. Et ne serait-ce que pour ça, en fait, je regardais un peu sur ses stats saison après saison. La saison dernière, tu l'as dit, un peu poussé par le contexte, mais c'est son plus gros volume de tirs à 3 points en carrière. C'est la première fois qu'il dépassait les 6 tirs à 3 points par match en carrière depuis le début, enfin voilà, de tout son passage à Memphis et tout machin. Donc effectivement, on peut s'attendre à ce que ce soit la même chose là au Sun, c'est qu'il soit à nouveau à plus de 6 tirs à 3 points par match parce que on va avoir besoin qu'ils les prennent, quoi. Donc effectivement, ouais, il y a pas mal de choses qui entrent en ligne de compte, mais ouais, forcément, comme tu dis, il y a un côté un peu inéluctable avec ça. Tu m'as pas, je crois que ou alors j'ai pas noté la note que tu donnais pour cette tech là. Bon, je pense que c'est assez élevé, hein. Je pense que tu avais dit 10, je pense Ouais, que je j'ai vais dit dire à peu près pareil, quoi, où tu jamais à l'abri effectivement qu'il y ait, une répartition des tirs un peu différente, quoi, mais c'est vrai que l'an dernier, surtout à Houston où il y avait peu de shooters, là, il avait pris 52 de ses tirs à 3 points, mmh. ce qui était quand même beaucoup plus élevé que ce qu'il avait pu faire à Memphis par le passé. Donc ça va quand même dans le bon sens, on va dire, et c'est quelque chose dont l'équipe aura besoin quoi qu'il arrive. Donc s'il shoot davantage, de 3 points, c'est quelque chose d'assez sain pour l'équipe, parce qu'il y aura beaucoup de joueurs qui vont les refuser. Tu as besoin de joueurs qui les prennent spontanément, et Brooks, malgré sa réussite très variable, c'est un joueur que les défenses respectent parce qu'il y a des fois où ça peut rentrer. C'est ça. Effectivement, c'est aussi un joueur qui peut, sur certaines séquences, être assez chaud et Mmh devenir très, très relou pour la défense adverse. Il y a un peu un côté pièce en l'air avec lui. mh. Et c'est d'ailleurs le cas également avec le joueur dont on va parler juste après, Taram. Jalen Green. Avec Jalen Green, cette fois-ci, notre texte, ce serait de dire il va finir à 99 de true shooting plus sur la saison. Alors, Heu, pour nos auditeurs qui sont pas forcément familiers avec le True Shooting Plus, c'est une stat qui mesure l'efficacité par rapport à la moyenne NBA. Donc en fait, tu regroupes tous voilà, les stats d'efficacité, donc à 2 points, à 3 points au lancer. Hem et tu regardes un peu, en fonction enfin voilà, en cumulant et en combinant tout ça, où tu te situes par rapport à la moyenne NBA en termes de rendement, en termes d'efficacité. Et donc Jalen Green, 99 true shooting plus, ça veut dire qu'il est en gros, donc 100 c'est la moyenne, donc c'est-à-dire qu'il est en gros à peu près à la moyenne, un tout petit peu en dessous, mais en gros à la moyenne. Donc pareil, si on est dans une idée d'over-under, c'est 99 ou plus, donc juste en dessous de la moyenne ou à la moyenne, voire au-dessus. Là où ça se corse et autant direct lancer enfin voilà, dire les termes comme on dit, comme disaient les jeunes en 2018. Heu, En gros, c'est un joueur qui est très loin d'être à l'efficacité à la moyenne depuis le début de sa carrière en NBA. En fait, il a jamais été ne serait-ce qu'à 99, à 98, 97, il a toujours été largement en dessous. Je crois que sur sa première saison, c'est pas trop mal sa saison rookie et qu'après ça a été plus compliqué parce qu'il a eu plus justement plus
de responsabilité offensive. C'est ça, 97 sur sa première saison, sur sa saison rookie, derrière 93, 93, 94. Donc nettement en dessous de la moyenne chaque saison. Je peux commencer sur celle-là. Moi, je suis enfin, sont beaucoup plus haut que beaucoup de gens parmi les suiveurs de NBA ou les amateurs de NBA sur Jalen Green. J'aime bien le joueur, je pense qu'il y a il y a un step qui peut passer. En fait, j'ai l'impression que les gens le prennent pour acquis, ils disent il n'évoluera jamais, il progressera jamais et tout. Je pense qu'il peut passer des steps et qu'il peut devenir meilleur et plus efficace. Par contre, passer direct de 94 à 99, ça veut dire énormément augmenter son efficacité sur différents spots. Donc, soit vraiment monter de fou son efficacité à 3 points parce qu'il a il a un gros volume à 3 points, soit être beaucoup plus deadly, on va dire, près du cercle ou obtenir beaucoup plus de lancers francs. Franchement, il faut, voir les deux en fait. Je sais même pas ce que ça nécessiterait pour vraiment bondir autant. Mais ça me paraît beaucoup, d'autant plus qu'il va pas, enfin, tu vois, c'est pas une attaque où il aura beaucoup d'espace et de possibilités ou quoi que ce soit. Ça risque d'être quand même un peu un point faible de l'équipe et on va lui en demander beaucoup. On va lui demander d'être le deuxième créateur de l'équipe simplement derrière Booker. Non, moi, ça me paraît peu probable. Je vais mettre un 4 sur 13 parce que, peut-être que ça peut arriver. Encore une fois, ça peut être la saison d'explosion et tout. Moi, je pense, en fait, j'aimerais bien qu'il monte un peu, quoi, qu'il soit autour de 96-97 cette saison, parce que ça donnerait une progression dans son évolution globale en tant que joueur. Ça y est, il a commencé un peu à polisser un peu soit son régime de tir, soit justement à travailler ses finitions, ou justement être un peu meilleur dans ses choix et tout. Enfin, d'une manière générale, je pense que tout peut pas arriver en même temps, et donc c'est pour ça que ça me paraît très improbable, quoi. Ouais, disons qu'avant de parler d'efficacité par rapport à la moyenne de la ligue, moi, le premier objectif pour Jalen Green, à mon sens, ça serait d'être déjà dans la moyenne des arrières, en fait, chose qu'il n'a réussi que sa saison rookie, quoi, où il avait justement un usage qui était bien plus faible, quoi. Et le problème de Jalen Green, c'est que la sélection de tir, en soi, le profil de tir est excellent, dans le sens où il prend vraiment beaucoup de 3 points, il va beaucoup au panier. Ce qui pêche énormément, c'est l'adresse, quoi. Pour le coup, c'est un joueur qui provoque peu de lancers francs, c'est un joueur qui est peu adroit dans les zones dans lesquelles il prend ses tirs, quoi, que ça soit au panier où le pourcentage est pas très bon, voire pas bon du tout, et à 3 points où il est insuffisant par rapport à ce qu'il prend. Tu te dis: «Bah, ouais, en fait, c'est un joueur qui prend de bons tirs, mais qui jusque-là ne les a pas mis, en fait». Et en fait, l'efficacité ne vient pas, comme c'est souvent le cas pour les scoreurs extérieurs comme ça, d'une sélection de tirs douteuse, comme on parlait pour Dillon Brooks tout à l'heure. Jalen Green, pour le coup, prend des tirs que tu as envie qu'il prenne, quoi. Le problème, c'est qu'il est incapable de les mettre, quoi. Sur les drives, il a toujours eu beaucoup de mal à finir au panier parce qu'il est très léger malgré ses qualités athlétiques. Il a finalement peu de technique une fois qu'il est en l'air, donc ce qui fait qu'il provoque assez peu de fautes, parce que de toute façon, au contact, c'est lui qui subit la plupart du temps. À 3 points, il en prend beaucoup, mais la réussite, des fois c'est là, des fois c'est pas là, ou des fois, effectivement, tu vois, il est joueur de la semaine, et tu vois qu'il a tourné à 38 points sur la semaine, sur 4 matchs, à 60% à 3 points, et des fois, il y a des semaines où il en met 20% alors qu'il en prend 8 par match, quoi. Et c'est vrai que c'est clairement pas un gage de constance, on va dire, qu'il a apporté jusque-là, et comme tu l'as dit, je suis pas sûr que le cadre collectif des Suns lui permette de faire beaucoup mieux. Dans le sens où on l'a quand même pas mal répété, c'est une équipe qui risque de pêcher beaucoup au niveau du spacing, qui était sa force l'année dernière, mais qui clairement sera sa grosse faiblesse cette année, avec beaucoup de joueurs qui soit sont maladroits de loin, soit rechignent à prendre les tirs. Et Green, il avait à la rigueur des circonstances atténuantes à Houston, où tu peux te dire: «Bah, ouais, effectivement, c'était pas un spacing optimal, ça l'a jamais vraiment été», et il fallait qu'ils prennent des tirs à 3 points pour les prendre, tu vois? Certains étant un peu plus compliqués que ce que tu aimerais qu'ils prennent. Mais malheureusement, je pense pas que ça puisse être beaucoup mieux à Phoenix, où le cadre collectif, en tout cas en termes de spacing, est pareil, voire moins bon, et la qualité des joueurs, en plus, sera bien inférieure sur tous les postes de role player. Moi, c'est quelque chose, pour le coup, sur lequel je suis pas confiant du tout, dans le sens où même si le joueur progresse, le cadre collectif dans lequel il sera, rendra cette progression plus difficile, à mon avis. Ouais, c'est peut-être le plus gros frein, on va dire, voilà, à sa progression, et c'est peut-être dommage du coup pour lui individuellement, qu'il soit retrouvé un peu dans ce trade-là, parce que ça amène un petit peu un recul où, il va être dans une équipe moins compétitive, quoi que ce soit. Hem, Effectivement, on va lui demander plus de choses, mais le cadre sera moins propice, quoi. Et effectivement, il y a vraiment des interrogations autour de ça. Là, j'étais en train de regarder un petit peu ses
ses stats d'efficacité pure sur la saison dernière. Et effectivement, tu as des zones où il est pas très très bon, notamment la zone qui est dans la raquette, mais pas dans la restricted area, donc le short mi-distance, on va dire, quoi, où il tourne à, je crois, c'était quoi, 35%, non, un peu plus, 34, non, 34%, avec 2 tirs et demi par match, quoi. Donc effectivement, c'est des zones de fin de drive sur lesquelles il est pas bon, en fait, quoi, dans la finition, quoi. Et effectivement, il y a cette donnée-là aussi. Après, c'est vrai que, enfin, je sais pas, j'ai du mal à être vraiment enthousiasmé sur ça, mais peut-être il y a encore des choses à faire, peut-être sur la sélection de tir, sur l'organisation, peut-être un peu plus de jeu off-ball aussi, parce que ça va être la première fois dans sa carrière qu'il va se retrouver avec un meilleur créateur que lui, on va dire, dans le backcourt. Et ça, c'est quand même une inconnue, on va dire, parce que ici, le off-ball, en fait, dans son jeu, ça existait quasiment pas. Enfin, en tout cas, c'est très réduit. Donc c'est aussi, enfin voilà, c'est aussi un point d'interrogation, on va dire, autour de sa saison, c'est de savoir comment lui il va évoluer dans ce contexte-là. Est-ce qu'il va diversifier un peu la menace qu'il peut représenter? Parce qu'encore une fois, il a des qualités qui sont extrêmement intéressantes, ne serait-ce que sur le plan physique, donc d'explosivité notamment et de vitesse. Donc, enfin voilà, c'est difficile de savoir vraiment à quoi s'en tenir, mais ça paraît peu probable en tout cas d'attendre une progression aussi marquée sur cette saison, quoi. Bah, disons que oui, comme je te disais, pour moi, la moyenne de la ligue, c'est même pas un objectif Ah pour oui, lui, tu vois? L'objectif qu'il devrait avoir, c'est la moyenne des la moyenne arrières. des Ces arrières, dernières années, tout à il fait. est dans la moyenne soit de joueurs complètement random comme Talen Horton Tucker, soit dans la moyenne de joueurs très petits comme Tyus Jones et Chris Paul, quoi. Ouais, Et c'est pas normal de la part d'un joueur qui a autant de qualité athlétique, quoi. ouais, Tu tout à fait. dois, en plus, avec un profil de tir intéressant, des qualités athlétiques comme ça, tu dois être au moins au-dessus de la moyenne des autres arrières. Mmh. Même pas de la ligue, tu vois? Je parle même pas de comparer à des ailiers, à des éléphants ou quoi que ce soit. Tu dois être au-dessus d'arrières ou de petits meneurs de moins d'1,80 m, quoi. Mmh. En tout cas, oui, voilà, c'est ça, pour, ne serait-ce que pour valider un peu le fait que, bah, oui, tu es quand même un fort joueur offensif. Il faut que ta menace, elle soit réelle et effectivement, pour l'instant, Bah, à un moment, il c'est faut pas le le cas, quoi. prouver, tu vois? Mmh, Un fort mmh, joueur c'est ça. offensif, bah, Mmh. c'est un joueur qui est efficace, quoi. Je veux dire, pour le moment, c'est Bah, quelque chose que Green n'a pas prouvé du tout, non, quoi. non, C'est par contre hyper séquentiel, quoi. ouais, ouais, C'est un clairement. joueur qui est très explosif, qui peut avoir vraiment des fulgurances au scoring, parce que techniquement, effectivement, il a une palette d'attaquants qui est assez cool. Mais à un moment, tu es un bon attaquant quand tu mets tes points de manière efficace, quoi. Mmh. Si tu es juste capable d'en mettre beaucoup en prenant beaucoup de shoots, tu es Dillon Brooks et c'est tout, quoi. Ça Effectivement. Le comparo est un peu dur, mais oui, oui, je vois ce que tu veux dire et effectivement, il y a un peu un côté comme ça. Hem, Après c'est compliqué parce que tu as aussi la notion quand même de volume, d'usage rate et tout machin mmh et tous les joueurs sont pas capables d'assumer ça sur la durée en NBA. À la limite, c'est peut-être un des trucs qui est peut-être un peu sous-coté avec Jalen Green, c'est que c'est un joueur qui bosse, quoi. Là, ça fait 2 saisons qu'il a Ouais, 80 après, je veux dire, matchs avec, des l'usage, il plus y de a 30 aussi minutes. beaucoup de joueurs qui le méritent pas, en fait, et qui Oui. l'ont pas parce qu'ils le méritent pas. Et Jalen Green, pour le coup, c'est un usage qu'il a parce qu'il a été drafté très haut dans une équipe où il y a peu de bons attaquants, mais sur ces 4 saisons à Houston, il a jamais montré qu'il le méritait, quoi. En fait, je suis d'accord sur la question de encore une fois, de ce que tu en fais. Mais il y a la question de pouvoir encore une fois l'assumer en termes d'endurance, en termes de répéter Mmh. des efforts, de répéter des trucs comme ça et effectivement, de ce point de vue-là, on peut pas vraiment lui reprocher de ne pas donner de sa personne et de pas être, constamment sur le grill là-dessus, en fait. C'est Ouais, mais bien sûr, effectivement, je justement, mais je trouve trouve que c'est ce problème de régularité, moi, qui me pose vraiment problème dans le sens où, que c'est ce qui me pose problème. Gilbert Arenas avait dit, il y a une dizaine d'années: «De toute façon, NBA, n'importe quel joueur, tu lui donnes 20 tirs par match, il va te mettre 20 points», quoi. Et c'est quelque chose qu'on avait vu à Washington avec Nick Young quand tout le monde s'était barré et que Nick Young, effectivement, il fait une saison aux alentours des 20 points de moyenne parce que c'est lui qui a le plus de shoot. Mais par contre, effectivement, bah, il met 20 points de moyenne parce qu'il y a un match où il en met 30 et un match où il en met 10, quoi. Mmh, Et pour moi, Jalen Green, c'est la même chose, en fait, quoi. C'est mmh. vraiment soit il met 30, soit il met 10, mais c'est pas un joueur où vraiment il va être entre 18 et 22 à peu près tous les soirs, quoi. Ouais, tout à Et fait. ce que tu attends d'un joueur avec un gros usage, c'est de la régularité. Et ça, Voilà. Jalen Green, pour le coup, c'est vraiment, c'est des montagnes russes en permanence et Mmh. c'est pas normal pour un joueur qui a un tel volume, je trouve. Non, c'est vrai, c'est vrai et effectivement, c'est, le gros problème pour l'instant qui le limite dans sa progression NBA, effectivement. C'est Mmh. qu'il n'arrive pas à passer ce cap de la régularité, d'être soir après soir une menace et tout machin. En fait, soir après soir, il assume, ce côté créateur principal et tout. En tout cas, il l'a assumé aux Rockets depuis 2-3 saisons, mais effectivement avec un rendement qui est parfois très problématique et effectivement un truc qui fait que tu pas de sécurité là-dessus, quoi. Mais encore une fois, voilà, Mmh. j'aimerais aussi que, le fait d'être moins,
bah, de toute façon, voilà, ce sera pas la première option, ce sera pas le premier porteur de balle et tout machin. Le fait d'être un peu moins exposé lui donne un peu plus de variété dans son jeu et peut-être justement qu'on se rende compte que, bah, ouais, voilà, peut-être que un peu mieux réparti, on va dire, dans son utilisation, ça peut être un joueur qui progresse. Mais effectivement, encore une fois, on est sur du vœu pieux et on a absolument pas garanti que c'est comme ça que ça va se passer. En tout cas, ouais, on n'est pas très, très confiant sur ça. Moi, j'ai mis 4, tu mets combien sur celle-là? Alors je vérifie juste dans quel sens était formulée la Donc question c'est pour pas fini à dire de bêtises. 99 de true shooting plus ou plus, quoi. Bon moi je vais dire 1. Il y croit, Je du crois coup. que j'ai été assez clair malheureusement. C'est Non, mais en plus, voilà, encore une fois, c'est pas pour dire que j'aime pas ton avis, tu vois? bah, de toute façon, je suis à C'est 4, juste que moi non, pas clairement beaucoup plus c'est haut, un hein. joueur à qui j'ai du mal à faire confiance. C'est ça. Et effectivement, encore une fois, moi, enfin, tu vois, je suis à 4 parce que je l'aime bien et que j'aimerais bien, tu vois. Mmh. Effectivement, il y a pas beaucoup d'éléments objectifs qui te permettent de croire que ça va arriver, d'où le fait que ce soit 4 et donc quand même assez nettement en dessous de la moyenne. Voilà, voilà, on va terminer avec les joueurs, avec voilà notre franchise player, notre bien beau franchise player qui va avoir voilà tous les ballons cette année, ça va être magnifique, qui va être à 30 points par match dans la course au MVP, ça va être exceptionnel. Alors, c'est pas ça notre take. Notre take, c'est Devin Booker fera partie du top 5 des drivers en NBA en volume cette saison. Je vais te laisser répondre en premier. Je vais juste donner un élément de contexte avant, donc sur la saison précédente, hein, typiquement, où il n'était pas dans le top 10 des plus gros drivers de NBA cette saison. Il n'était pas si loin que ça. Je crois qu'il était top 15 à peu près, au top 15 ou 16. Au niveau de Maxey, Tyrese Maxey et Tyler Hero, à 14 drives par match en moyenne. Pour atteindre le top 10, il faut au moins craquer les 15 et sans doute un peu plus, quoi. Puisque voilà, en fin de top 10, tu as du De'Aaron Fox qui est à 15,2, la Melo Ball qui est à 15,1. Top 5, il faut craquer les 17, on va dire, parce que voilà, ça, les 5 joueurs qui drivaient le plus l'année dernière en NBA étaient à 17 drives par match ou plus, donc Trae Young, Cade Cunningham, Zion Williamson, Jalen Brunson et chez Gilgeous Alexander, qui était avec un 20,6, c'est quand même assez monstrueux, avec des taux d'efficacité qui doivent être eux aussi assez monstrueux. Euh, Est-ce qu'on y croit à celle-là, à Devin Booker qui intègre le Gotha des drivers en NBA? Moi je pense pas, tu vois? C'est pas tant que je crois pas aux joueurs, c'est que je me dis que la concurrence est quand même très, très, très élevée. C'est quand les noms que tu as cités sont assez éloquents et c'est vrai que j'avais le classement sous les yeux aussi et je me disais si du Doncic, du Morant, du Harden, ça arrive pas à se faufiler dans le top 5, même avec beaucoup, beaucoup de ballons, ça sera dur pour Booker de le faire. C'est pas tant que, qu'il aura pas les ballons, c'est pas tant qu'il en a pas la qualité technique, c'est juste que, ouais, quand tu vois les joueurs qui sont dans le top 5, c'est vraiment des mecs qui font que du drive tout le temps, tout le temps, tout le temps et même des mecs qui font que du drive tout le temps, tout le temps, tout le temps, il y en a qui sont même pas dans le top 5, quoi, donc moi, c'est plus la concurrence qui fait que, pour moi, ça sera compliqué à faire, mais effectivement, il sera bien placé clairement, mais je pense que quand tu vois les spécialistes vraiment de ce registre-là du jeu qu'il y a devant, c'est quand même dur d'aller se faufiler dans un top 5. Tu mettrais combien du coup? En termes de Ouais, probabilité, je dirais 4 peut-être, ouais, 3 ou 4. ouais. Il y a aussi la notion de responsabilité de comment va se construire le jeu des Suns, sachant qu'il sera a priori là pour le coup, il y a quand même pas trop de mystère. Notre option offensive numéro 1, le mec qui aura le plus de ballons, le mec qui aura le plus d'usage, qu'est-ce qu'il va en faire et qu'est-ce que prévoit de faire Jordan Hunt et son coaching staff par rapport à tout ça. C'est à la limite la seule interrogation, parce que comme toi, j'y crois pas trop en termes de profil. Comme en fait, t'as bien fait de le dire. Ce qui est le plus inquiétant à la limite dans l'idée, c'est de se dire ouais, déjà tu regardes le top 5, tu te dis bah ouais, c'est des mecs qui naturellement drive plus que Booker. Donc on rappelle le top 5, c'est SGA, Bronson, Zion et Cade et Trae Young. Et effectivement, t'as des mecs hors top 5, notamment Luka Doncic évidemment, qui sont des mecs qui utilisent enfin beaucoup ça dans leur jeu comme arme. C'est même étonnant de se dire que finalement il y a que 2 drives de différence entre Booker et Doncic la saison dernière sur l'ensemble de la saison. Alors c'est une saison un peu particulière pardon pour Luka avec son transfert aux Lakers, mais effectivement moi c'est plutôt enfin qu'il augmente son volume de drive, ce serait une bonne chose et c'est pas à écarter. Je pense qu'il peut passer de 14 à 16 par exemple cette saison. Ça paraît peu probable de le voir vraiment atteindre le gratin de la NBA là-dessus. Comme tu dis, c'est vraiment des mecs qui sont spécialistes, qui font pas que ça, mais enfin, c'est l'arme principale de leur jeu, on va dire. C'est pas vraiment l'arme principale du jeu de Booker.
justement, là où il est très fort, c'est dans le côté, il peut un peu tout faire et donc du coup, il est, déstabilisé pour la défense. Pour ça, c'est un peu le côté triple menace, XXL Booker, quoi. Il y a un peu ce côté-là. Donc du coup, ouais, naturellement, effectivement, tu te dis c'est quand même assez difficile. Ouais, moi, je suis comme toi, j'y crois pas trop et je pense, ouais, je vais mettre 3. Bah, d'autant que l'an dernier, c'était quand même sa meilleure marque en carrière, dans le sens où il y avait en plus, un spacing qui était Ouais, vraiment c'est ça, excellent et qui c'est ça. dopait les possibilités de drive, quoi. Effectivement, je vais même pas Chose parler que tu auras moins cette année, où même si tu as plus de ballons, bah, ils seront sans doute plus durs à exploiter aussi. Donc je pense que c'est un chiffre qui soit restera stable, mais déjà je le vois pas forcément augmenter, mais je le vois clairement pas arriver dans des strates à la Zion ou SG, et ça me semble totalement impossible. moi, on va dire le cadre où je le vois augmenter, c'est le fait qu'il va avoir plus d'usage. Tu vois, je crois qu'il était, Mmh, autour de 25 ces dernières saisons avec KD dans l'effectif, 25, entre 25 et 30. Je pense qu'il va être au-dessus de 30 cette saison logiquement, en fait, mmh. que là-dessus, encore une fois, tout dépend de ce qu'il en fait, de ce que le playbook offensif des Suns, prévoit pour lui. Mais, il y a possibilité aussi que dans le volume global qui va augmenter, il y ait plus de drive. En fait, c'est plutôt comme ça que je le vois, en fait. Mais effectivement, enfin voilà, c'est pas, ça paraît peu probable en tout cas de le voir au-dessus. Ouais, je vais rester sur mon 3/13 pour celle-là. On clôt donc le chapitre concernant aux joueurs et on va finir l'émission avec quelques petites takes concernant les Suns, collectivement et et leurs résultats collectifs même, hein. On va commencer là-dessus. Les Suns n'auront aucune winning streak de plus de 3 matchs, donc plus aucune série de victoires, de plus de 3 matchs gagnés consécutivement, la saison prochaine. Pareil, je vais te laisser répondre à ça et je vais essayer de retrouver, le truc que je cherchais puisque la saison dernière, je suis pas certain, à part évidemment sur le début de saison, c'est ça, il y a que sur le début de saison là, sur notre 8-1 là ou 7-1 en début de saison où on enchaîne 6 victoires de suite. 7 victoires de suite même, donc on était à 8 en 8-1. Mais après pendant toute la saison, ça a été la croix et la bannière et on n'a jamais enchaîné. Ah si, à toute fin de saison, on a eu un petit 4 victoires de suite, là c'est pas mal. En fin mars, à la fin du mois de mars. Mais c'était quand même très, très compliqué à ce niveau-là. Est-ce qu'on pense, donc la question posée, voilà, je vais regarder précisément, que aucune fois dans la saison, les Suns ne gagneront plus de 3 matchs à la suite? Qu'est-ce que tu en penses? Non, je pense que c'est quelque chose de possible, tu vois? Il y a certains passages du calendrier, qui sont plus faciles que d'autres. Il y a par exemple une série où tu enchaînes, 2 fois les Pelicans puis Washington. Je crois que c'est une autre série où c'est pareil, tu as les Pelicans, je crois que tu dois avoir les Bulls et les Hornets aussi. Et il y a des possibilités, hein, mais et puis une saison NBA, bah, des fois, ouais, tu as un coup de chaud, une semaine, tu gagnes, et ça arrive même à de très mauvaises équipes, hein. On l'a vu l'année dernière où les Suns sont allés perdre chez de très mauvaises équipes ou en recevant de très mauvaises équipes. Donc au final, ouais, des fois, tu as une semaine où tout se passe bien et ça clique et puis tu enchaînes 3 victoires, quoi, donc mais c'est pas le plus probable, ça arrivera pas plusieurs fois, je pense, Alors mais là, en c'est quelque l'occurrence, chose qui peut justement, arriver, quoi. en l'occurrence, c'est au moins 4 du coup, tu vois? Dans l'intitulé du truc. Il y a quand même cette notion-là, tu vois? C'est plus de 3. Parce qu'effectivement 3, tu te dis c'est faisable en NBA, tu vois? Enchaîner trois matchs de 3 Ah oui, non, moi je te victoires. disais, tu auras pas plusieurs séries de 3 victoires, en fait. Non, non, la question c'est ouais, c'est ça, c'est pas de winning streak de plus de 3 matchs. Donc ça veut dire aucune, winning streak de 4 matchs, 5 ou 6, ou peut-être le record. Et voilà. Ouais, ouais, moi je la vois comme ça. Donc pour moi, c'est, à aucun moment dans la saison, les Suns ne gagneront plus de 4 matchs de suite. Enfin 4 matchs ou plus de suite. Mmh. Ah oui, non, pour moi, c'est vraiment genre, est-ce que, il y aura une fois dans la saison où ils gagneront 3 matchs de suite, quoi? Est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non, tu vois? Non, 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 enfin, en tout cas, si tu veux, Ouais, on va pas percuter la question pareil, c'est embêtant, quoi. bah, moi je lis: «Les Suns n'ont aucune winning streak de plus de 3 matchs». Mmh. Donc du coup Donc pour, plus tu es dans la probabilité, plus ça veut dire qu'à aucun moment de la saison, ils ne gagneront au moins 3 matchs de suite. Plus tu es bas, plus tu te dis: «Bah, une fois peut-être dans la saison, ils gagneront 3 matchs de suite». ouais, mais c'est plus de 3 matchs. Ah, c'est 3 matchs et plus, on va dire. Allez, 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 on dit ça. On dit ça, mais donc du coup, bah 3 matchs et plus, moi ça me paraît beaucoup plus probable, tu vois? Parce que 4 matchs et plus, ça Ah oui, ouais. tu vois? C'est plus dans ce sens-là, en fait. Ah ouais! C'est compliqué, du coup. Oui, bah, oui, du coup, ouais, ça bon, bah, tiens, bah, je te passe la main, du coup. C'est toi qui vas commencer pour la peine. OK, OK. Écoute, moi franchement, je pense que c'est tout à fait possible, enfin
pour plein de facteurs dont tu as parlé, en fait. Enfin, bizarrement, voilà, tu as quand même répondu à la question, même si voilà, on n'était pas tout à fait d'accord sur l'intitulé. C'est qu'effectivement, dans le fonctionnement ordinaire d'une saison régulière de NBA, tu as des moments où ça clique bien, où tout ton effectif est là, où tu rencontres voilà, soit des adversaires moins forts, soit des adversaires qui sont eux-mêmes pénalisés par des blessures ou quoi que ce soit. En fait, je pense que le cas de figure est tout à fait envisageable. Ouais, pour moi, on n'est pas faible. Pour moi, on est pas ça. On n'est pas faible au moins au point de pas pouvoir l'envisager du tout, en fait. Évidemment, si Booker se blesse, c'est mort. Ça n'arrivera pas. Mais par contre, si voilà, on a notre effectif à peu près comme nous on l'attend, c'est-à-dire évidemment avec certains joueurs qui vont être pas mal blessés comme Mark Williams, mais avec des mecs qui vont assurer, qui vont jouer leur 70 matchs dans la saison, donc Booker, Green, Brooks et tout ce qui s'ensuit. Si la défense est vraiment bien meilleure que la saison dernière, ce qu'on attend en tout cas à minima, quoi. Ouais, pour moi, ça me semble réalisable. Il y a pas une énorme probabilité et évidemment, on fait pas partie des équipes qui ont le plus de chances de gagner 4 matchs ou plus cette saison, dans des séries de victoires. Mais moi, j'y crois quand même un petit peu. Je vais même ouais, allez, on va être un tout petit peu au-dessus de la moyenne, allez. On va dire 7 sur celle-là. Peut-être, petite réponse de Normand, on va dire, mais le tout petit cran au-dessus de la moyenne pour dire que j'y crois quand même. Ouais, parce que là, tu vois, par exemple, je regardais, là, les Sixers l'année dernière, ils font une série de 4 victoires consécutives alors qu'ils ont ni George ni Embiid, tu vois? Donc, c'est des trucs qui peuvent arriver. Calendrier favorable, état de forme où tu bien, tous les mecs que tu rencontres, ils sont en back to back. Ça peut arriver et ça fait des victoires, quoi, donc ouais, moi je dirais 7 si c'est 3 victoires ou plus et 5 si c'est 4 victoires ou plus. Comme ça, tu vois, Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. on arrive à régler par rapport à la question sur laquelle on était pas d'accord. Carrément, carrément. Et puis ça montre aussi ces trucs, c'est-à-dire qu'encore une fois, il y a pas une énorme différence non plus, mais il y a un petit côté de se dire dans les 2 cas, c'est atteignable effectivement par l'exemple que tu donnais sur les Sixers est très bien, au petit bémol que ça reste la conférence Est et que voilà, globalement, tu as quand même plus de chances de croiser des effectifs, enfin, des équipes abordables, on va dire, dans un calendrier de la conférence Est que dans celui de la conférence Ouest. Évidemment, c'est une question qui va nous agiter et qui va d'ailleurs rebondir sur la suite, la take suivante, l'affirmation suivante. Les Suns ont au moins 2 losing streaks de plus de 5 matchs consécutifs cette saison. Donc là, on va dire 5 matchs ou plus. Allez, vas-y, pour rester un peu large. Donc, au moins 2 fois dans la saison, les Suns perdront au moins 5 matchs de suite. En gros, on peut la résumer comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, ça me semble quand même assez probable, quoi. Il y a quand même des road trips qui sont assez longs, même si c'est quand même rare de revenir bredouille d'un road trip. En général, t'en prends au moins une. Mais il y a quand même des passages où tu vas enchaîner quand même pas mal de bonnes équipes et où tu risques de bien te faire ratatiner. Là, je pense notamment à fin novembre où tu enchaînes Oklahoma City, Denver, Lakers, Houston, Minnesota, 2 fois les Warriors, puis les Lakers à nouveau. Tu peux limite faire tes 2 séries de 5 défaites à la En une suite, tu seule, vois? exactement. Ouais, j'étais exactement sur cette partie du calendrier. Bon, là, c'est sûr qu'il y en a une, tu vois. Après, il y a les Lakers au milieu, on va les taper, c'est sûr. Mais après, non, sur le reste, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Effectivement, globalement, il y a ça. Pardon, vas-y, je te laisse. Non, non, je t'en prie, hein, Bah, pour moi, c'est ouais. juste que, ouais, des séries de 5 défaites, c'est pas une catastrophe non plus. On parle pas de 10 défaites non plus, quoi, mais 5 défaites, ouais, quand t'enchaînes des gros road trips avec, bah, tu à domicile juste avant et t'as terminé sur 2 grosses équipes. Derrière, tu pars à l'extérieur, tu perds les 2-3 premiers matchs de ton road trip. Allez, tu prends le 4e, tu reviens, t'es quand même pas si mécontent. Bah, t'as quand même pris 5 défaites d'affilée. C'est quelque chose qui, pour une équipe, en tout cas, qui aura le niveau des Suns de l'an prochain, fait malheureusement partie du quotidien d'une saison. Carrément, carrément. Et effectivement, on peut, en extrapolant un peu le truc, on peut se dire, bah oui, il y a on a étudié les possibilités de bons scénarios avant où justement tout le monde est en santé, ça roule bien et tout machin. Dans les cas de scénarios, même pas catastrophe, hein, mais de scénarios où tu as des petites blessures sur, allez, ne serait-ce que effectivement un de tes 2-3 principaux titulaires, voire deux de ton 5 majeur, t'es un peu dans la sauce quand même et ça va être compliqué d'enchaîner des séries sans perdre tous les matchs, quoi. En fait, ouais, moi, enfin, au niveau enfin, là, en regardant le calendrier, il y a toujours des trucs où tu te dis, ah oui, mais là, on a une grosse série, mais à tel moment, t'as tel adversaire qui paraît plus abordable. Oui, mais ça veut pas dire qu'on va gagner le match non plus, en fait, tu vois. Donc, Bah, effectivement, c'est ça, je veux dire, les Suns de l'an dernier, ils étaient quand même bien plus forts que les Suns de cette année et ils ont sur eu le 2 papier, séries de 5 défaites dans la saison, tout à fait, donc tout à fait. Après, c'est sur le papier, et moi, justement, ce sera, t'anticipes, ce sera un peu la question par laquelle on va finir tout ça. Mais effectivement, en termes d'effectifs, oui, a priori, il y avait beaucoup plus de talent dans les Suns de l'an dernier, et effectivement, ça les a pas empêchés.
avec justement le décor général de ça se passait très mal dans l'équipe, il y avait une perte de confiance à certains moments, des blessures aussi. Enfin voilà, il y avait vraiment là pour le coup un côté scénario catastrophe dans les scènes de la saison dernière qui était, enfin voilà, qui allait bien avec l'idée de se dire bah oui, oui, c'est une équipe qui perd, enfin qui a des grosses séries de défaites quoi. Ouais, c'est ça, en plus, là, tu vois, il y a le risque que genre, au bout d'un moment, bah, la saison, de toute façon, elle est foutue, et boum, tu mets Booker au repos Mmh. pour les 5 derniers matchs de la saison, bah, boum, ça fait déjà 5 matchs, Défaite. 5 défaites d'affilée, donc Complètement. Typiquement, effectivement, ce type de scénario-là est possible. Donc oui, en fait, c'est ça, il y a pas mal de scénarios quand même dans lesquels on peut les avoir ces deux séries de 5 défaites ou plus. Moi, sur celle-là, je pense que ouais, donc c'était est-ce qu'elles auront deux, c'est au moins deux, voilà, au moins deux. Donc ouais, moi je pense quand même que ça a pas mal de chances d'arriver. Je vais être sur un 10 sur celle-là, malheureusement. ah oui, c'est plus sur le côté probabilité, parce que j'avais donné un chiffre dans l'autre sens, oui. S'ils ont 2, ouais, je vais mettre, ouais, 11, je pense, Ouais. On est tous 11 ou 12. malheureusement assez confiants sur le fait que ça se vont avoir des belles séries de Mmh. défaites cette saison. Néanmoins, peut-être que finalement, voilà, nous qui voilà, tout le monde nous voit loin, dans le classement de la conférence Ouest, mais il y a aussi un scénario où ça clique plutôt bien, où, bah, voilà, roster assez équilibré défensivement, ça fonctionne mieux, il y a des révélations, Maluach ça prend plus vite que prévu, Dunn ça monte bien en régime, Osso explose et devient titulaire NBA. Enfin voilà, il y a plein de possibilités où ça pourrait bien se passer pour les Suns malgré tout, en tout cas un peu mieux que ce qui est attendu. À tel point que je crois avoir vu cette semaine une simulation d'ESPN qui nous voyait avec 42 victoires. On en parlera après, mais sur l'avant-dernière take, avant-dernière affirmation, on va commencer avec celle-là. Les Suns finiront 8e à l'Ouest, donc là on va dire 8e ou mieux à l'Ouest. Bon, ça, encore une fois, sur le papier, ça paraît très improbable. Franchement, moi, en fait, la tech, de la manière dont elle est posée, en fait, moi, j'ai envie de dire 2, parce que 8e à l'Ouest, ça implique que beaucoup d'équipes, enfin beaucoup trop d'équipes, en tout cas selon moi, sous-performent. Sont passés à côté, ouais, Ouais, c'est voilà. En fait, c'est-à-dire que pour moi, 10e, voire 9e, c'est possible parce qu'il est possible que nous, on soit un peu au-dessus des attentes et que certaines équipes au-dessus soient un peu dans les choux, mais il n'y en aura pas 5 en fait. Il y en aura peut-être 2 ou 3, mais pas 5 en fait. Et moi, c'est plutôt comme ça que je le vois. Et c'est pour moi qu'en fait, ouais, c'est ça, la fourchette haute, je nous vois difficilement faire mieux que 9e. Donc, ouais, ouais, je pense que je vais mettre 2 sur 13 sur celle-là. Moi, c'est très improbable qu'on finisse dans la bonne partie du play-in, on va dire, celle où tu as 2 matchs pour essayer d'aller en. ouais, et puis, tu vois, il y a même des équipes qui, vont nous finir devant quoi qu'il arrive. Je me dis, genre, même si elles ont un gros blessé, bah, en fait, elles terminent quand même devant nous, hein, Ouais, je veux dire, tu vois, je pense une équipe, genre, comme les Rockets, même s'il y a un blessé, ça termine devant nous. Les logiquement. Lakers, même s'il y a un blessé, là, LeBron, il va être absent un mois, Mmh. ça finit quand même devant nous. Les Pareil, Clippers, pareil, ouais, les les Wolves, Mavs probablement les Mavs, pareil, les c'est pas Warriors, se poser la pareil. question. Les Warriors, moi, j'ai plus de doutes, mais c'est plus sur la profondeur du truc. Pour le coup, si Curry Oui, revient, c'est c'est pas vraiment genre la s'ils merde. ont un blessé, eux, Ouais, c'est voilà. s'il y en a 3 ou 4, ouais. Ouais, voilà, mais après, enfin, voilà, et c'est possible vu les âges des mecs aussi, tu vois? Il y a aussi cette question-là avec les Mmh. Warriors. Mais pareil, les Mavs, ils ont quand même pas mal de profondeur. Bah, ils vont jouer sans Kyrie Irving en début de saison, mais ils sont quand même déjà un peu dangereux. Enfin, tu te dis, sur le papier, ils peuvent gagner des matchs, même sans Kyrie, quoi. Donc effectivement, ouais, globalement, c'est ça, en fait. C'est dans la profondeur des effectifs, il y a trop d'équipes qui nous sont supérieures pour qu'on puisse vraiment espérer voilà, dépasser plus d'équipes que ça, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, les prédictions nous voient entre la 13e et la 11e place. On peut gratter 2 rangs. Moi, je nous vois ouais, gratter éventuellement 2-3 rangs. Plus que ça paraît vraiment. Non, ouais, top 8, ça me paraît totalement impensable, tu vois? Il y a des équipes qui reposent vraiment sur un joueur, comme éventuellement les Spurs, voire les Nuggets, Mmh. où tu dis: «OK, vas-y, s'ils perdent leur franchise player, peut-être ils passent complètement à côté de la saison». Mais il y a beaucoup trop d'équipes, en fait, où même s'ils perdent leur franchise player, bah, en fait, ça reste quand même des bonnes équipes et des Mmh. équipes plus fortes que les Suns, quoi. C'est ça, comme on l'a vu par exemple avec les Clippers l'année dernière, qui avaient suffisamment de profondeur pour Mmh. assurer avant que Kawhi revienne. Donc effectivement, Bah, c'est ça, ou même le Thunder, je veux oui, dire, ils ont clairement. fait un mois où ils avaient plus un seul intérieur, Mmh. ils ont quand même continué à gagner, quand même. Après là, pour le coup, on est vraiment sur le haut du panier. Le Thunder, c'est une. Ouais, ouais, c'est clair, mais c'est dire à quel point ces équipes-là ont une marge délirante aussi, quoi. Tu peux avoir des joueurs cadres qui sont absents méga longtemps, bah, en fait, tu continues quand même à gagner, quoi. C'est dire quand même le monde qui te sépare d'équipes comme les Suns. On sait jamais, on va peut-être devenir comme ça, tu vois? Ça va arriver plus vite qu'on ne le croit. Non, non, effectivement. Je vais pas être trop optimiste non plus, nos auditeurs pourraient croire que j'ai été, remplacé par un robot, avec une intelligence artificielle, absolument délirante. Donc sur celle-là, ouais, j'ai pas eu de note. Moi, j'ai mis 2 donc parce que franchement, j'y crois pas du tout.
Ouais, moi, je vais même mettre 1, je Ouais, pense, ouais. ouais, ça a vraiment aucune chance d'arriver. OK, OK. C'est ça, ou à la rigueur, il y a une bombe nucléaire qui tombe sur l'État du Texas, c'est direct. Ah, là, tout d'un coup. Tu peut-être une chance, mais bon, Mais bon, là, à ce ça moment-là, la demande quand saison même est sans doute beaucoup. annulée, donc du coup, bon bref. C'est Oui, c'est ça, la saison est arrêtée après 2 matchs et tu avais gagné les et 2 là, tu premiers et boum! tu es top 2 à l'Ouest. Incroyable. Ah, c'est la grosse côte quand même, Ouais, hein. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ce serait magnifique. Enfin non, bon bref, Non, non, non. oublions ces histoires. On va passer donc à la dernière question qui est un peu liée à la précédente, mais pas tant que ça, puisque finalement tu peux, et d'ailleurs dédicace à la saison, c'est quoi? C'est 2014-2015? Tu peux très bien finir avec un bilan, très positif et ne pas aller en play-off, c'est tout à fait possible, voire Ah, enfin, 2013-2014 même, ouais. 2013-2014, tu as raison, effectivement. Oui, ça, on fait 46 victoires, 48 victoires, je sais plus, et on est 9e. C'est 48, 48, ouais, que du bonheur. Et donc là, l'objectif qu'on a fixé est un petit peu moins haut, voire nettement moins haut. Donc ce serait les Suns finissent avec 38 victoires ou plus cette saison. Bah, vas-y, réponds en premier sur celle-là. Bah, pareil, j'ai du mal à y croire. Je me dis 38, c'est quand même vraiment beaucoup dans la conférence Ouest. C'est ça. Dire genre l'an dernier, les Kings, ils passent, totalement à côté de leur saison, ils font quand même 40 quoi, donc je me dis que c'est Et vrai, nous c'est et v nous, on est minable de ouf, mais on est quand même à 36, tu vois? Donc ouais, c'est mmh, ça, ouais, mmh, tu dis, ouais, sur une saison, méga décevante, avec l'effectif que tu as, tu fais 36. Tu dis avec l'effectif que tu as cette saison, si tu fais 38, mais c'est une saison de rêve quasiment, quoi, et malgré ça, tu feras même pas le play-in, quoi, c'est ça. donc non, non, moi, tu 38 victoires, ça me semble vraiment beaucoup dans cette conférence, dans le sens où voilà, tu vas devoir jouer 4 fois les Lakers, 4 fois les Warriors, 4 fois les Clippers, c'est un moi, ça me semble quand même très improbable. Ouais, tu mettrais combien? Je pense que la barre, tu la mets aux alentours, plutôt 32-34, quoi, Ouais. et encore, je pense être assez généreux Donc là-dessus, hein. pour le coup, fourchette haute, ce serait 32-34 victoires selon toi, ouais. Je pense, ouais. Donc du coup, sur la note, tu es à 1 encore. Tu y crois pas du tout à sur 13. Non, en vrai, je me dis, ouais, des fois, ouais, tu as de la réussite, ça te permet d'aller un peu plus haut. Je veux dire, les Blazers, ils font 36 victoires l'an dernier, Ils m'en donnaient pas c'est tant. pas une bonne équipe, tu Mmh. vois? Donc c'est jamais impossible. Je mettrais un peu plus haut que pour l'autre, mais vraiment pas beaucoup, peut-être, ouais, 2 ou 3 quoi. Bah, écoute, moi, pour le coup, il y a peut-être un peu d'auto-persuasion là-dessus. Non pas que je pense que ce soit, un objectif atteignable pour les Suns. En fait, ça ressemble un peu à un plafond, hein, 38 victoires, quoi. Heu Ouais, peut-être un tout petit peu plus éventuellement si vraiment tout clique bien et tout machin. Encore une fois, je crois que c'était 8e, dans la simulation là d'ESPN. Je sais pas comment ils ont fait ça, si c'est, encore une fois, si c'est avec une IA ou autre chose, si c'est Ouais, de l'opium, ouais. ouais, possible aussi, effectivement, des substances, qu'on ne saurait recommander. Effectivement, complètement dingue qui nous voyait, 8e avec 42 wins, sachant que je crois que c'était les Lakers, je crois, qui étaient largement out, enfin hors du play-in et tout machin. Enfin, tu avais vraiment des trucs très, très chelous dans cette simulation. Elle mérite enfin voilà, oui, de dessiner un truc, un univers, fantasmagorique où c'est possible. Effectivement, ça paraît quand même très, très improbable, mais moi, pour moi, ça a beaucoup plus de chances de se produire, 38 victoires, que de finir 8e, en fait. Oui, Dans le oui, enfin ça voilà, pour combiner effectivement, un peu oui, ce que ça. tu disais. Oui, oui, tu raison. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait, voilà, comme, effectivement l'exemple de Portland, ou de nous la saison dernière, on est donc 11e et 12e avec 36 victoires. C'est pas interdit de penser qu'on puisse être 12e cette saison avec 38, enfin 11e avec 38 victoires, tu vois? Franchement, c'est possible. En fait, moi, c'est vraiment le truc, à la limite 38, je m'en fous. Ce que j'aimerais vraiment beaucoup, c'est 36 ou 37. Enfin voilà, c'est au moins autant que la saison dernière, juste pour dire: «Mais niquez-vous avec votre super team à la con. On fait une équipe avec des rookies et des bouts de on sait pas trop quoi et on fait aussi bien parce qu'on est sur notre dynamique», tu vois? Ça, franchement, ça me ferait plaisir. Ouais, Je alors après, suis du un peu coup, il y revanchard, a tu vois? Mais aussi il y a aussi le facteur, genre, est-ce que justement, bah, si arrivé aux alentours de la trade deadline, tu as gagné plus que tu pensais, il y a le risque que tu ne sois plus vendeur alors que tu devrais l'être, mmh, tu vois? Ou pour le coup, tout à l'heure, on a dit, voilà, départ d'O'Neal et d'Allen extrêmement probable et cetera. Beh, en fait, si à ce moment-là, tu gagnes des matchs et tu es content de sa saison, bah, du coup, finalement, peut-être que tu es plus vendeur, quoi, mmh. donc Tu as bien évoqué et cet du coup, aspect-là. tu ferais peut-être l'erreur de garder des joueurs, que tu aurais dû vendre.
D'autant plus dans la NBA avec le play-in, où en fait, tu as toujours cette espèce de mirage au fond quand t'es 11e, 12e et que tu as 30 victoires et qu'il reste justement une Mmh. quinzaine de matchs, tu te dis, bah ouais, mais si on fait un push sur la fin, on peut peut-être y aller en play-in en fait, quoi. Et ce Bah, truc-là tout à fait, ouais. peut motiver, mobiliser un peu cet effectif, notamment parce que voilà, il y a cette idée de jeunesse, cette truc un peu en construction. Ça peut être voilà, un truc qui garde tous ces mecs-là, tous ces jeunes dans tous ces jeunes, tous ces dogs, si on prend un Dylan Brooks par exemple, dans un truc vraiment motivé et tout jusqu'à la fin. Donc en fait, dans ce scénario-là, et encore une fois, même si on n'y arrive pas, il y a un chemin où on peut être dans cette zone-là autour des 38 victoires. Et en fait, moi, ça me plairait, encore une fois, sur le message que tu envoies par rapport à la saison dernière, en fait. Et Mmh. évidemment, c'est un souhait et c'est pas voilà, mais tu vois, pour moi, vraiment, il y a autant, tu vois, le côté s'imaginer être parmi des équipes vraiment sérieuses à l'Ouest, donc vraiment dans la première moitié des équipes de l'Ouest, ça me paraît improbable. Par contre, s'imaginer être à un niveau de compétitivité où t'es bah, finalement pas plus ridicule que la saison dernière et même beaucoup moins parce que bah, avec un effectif sur le papier beaucoup moins fort, bah, t'es à peu près au même bilan. Tu vois, moi, ça, je l'imagine en fait tout à fait. Et même, c'est, pour tout dire, moi, c'est ce que j'espère pour cette équipe cette saison, tu vois. C'est qu'on soit pas très très loin, tu vois. Bah, encore une fois, tu vois, même à 35, ça m'irait d'une certaine manière, mais ce serait une demande, ce serait dommage, tu vois. Mais dans cette zone-là, ouais, autour des 36 victoires, tu vois, dans l'idée de se dire, bah, en fait, voilà, on est sur autre chose et on a inversé la dynamique, en fait, quoi. Et Oui, c'est ça, vraiment, tu vois, c'est pas pire, quoi, c'est ça. c'est C'est pas pire et c'est même, encore une fois, tu vois, genre, au lieu d'être dans le down et de se dire année après année, là, on vient de toucher, enfin, évidemment symboliquement on n'aura pas fait dans l'histoire enfin dans l'affaire du coup de saison vraiment bottom, mais ça voudrait dire pour moi un nouvel élan autour des Suns, tu vois? Être dans cette zone. Mais 38 victoires au plus, c'est vrai que ça paraît beaucoup, donc je suis quand même un petit peu en dessous de la moyenne, mais je vais rester à 6, parce ouais, 6 c'est peut-être encore un peu beaucoup, c'est en dessous de la moyenne. non, il y a pas de souci, hein. Moi, pour le En fait, coup, je ça me trouve que paraît beaucoup, tu vois? tu t'es très bien justifié, et mine de rien, tu vois, le fait de m'être rendu compte que Portland l'an dernier, ça fait 36 victoires, je me dis: «Ouais, finalement, tu pas si Tu pas loin, si quoi», loin, ça tu pas si loin et effectivement, encore une fois, voilà, v'là leur effectif l'année dernière, ils avaient pas un joueur du niveau de Booker, par exemple, dans leur effectif mmh. la saison dernière, tu vois? Il y a aussi cette dimension-là, on en a pas trop parlé parce que c'est vrai que dans la question autour de Booker, on a parlé de son style de jeu et de ses prérogatives, un petit peu du fait qu'il va avoir, évidemment plus de responsabilités que jamais presque. Bon, sauf si on remonte vraiment à l'époque où il y avait personne, tu vois? Mais en tout cas que depuis qu'il est vraiment un joueur installé parmi les superstars NBA, je suis aussi assez intrigué de voir ce que peut donner Booker dans ce contexte-là et peut-être qu'effectivement, ça va vraiment exploser de ce niveau-là. Moi, j'y crois pas trop parce que depuis le début, pour moi, c'est un peu le palier qu'il a du mal à franchir, mais en fait, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Autre élément, dont on a parlé, alors pareil, c'est pas super bien parti parce que pour l'instant, Jalen Green, il est blessé, mais Green et Brooks, je l'ai dit un peu pour Brooks, donc qui a joué 82 matchs la saison dernière. Non, c'est Green, pardon, qui a joué 80 matchs la saison dernière. Brooks en a joué 75. C'est des mecs qui vont être plus sur le terrain que Bill et Durant. Et ça, ils sont moins forts. Enfin, que Bill, ça reste à Bah, est-ce que du discuter. coup, c'est pas un argument pour moins de victoires, ça, du coup? Hein? Oui, mais en fait, Parce que moi, je me dis, plus Jalen Green il joue, logiquement, alors, plus tu perds. mais est-ce qu'il vaut mieux un Jalen Green que une absence de Bradley Beal, tu vois? C'est ça Mmh. la question, tu vois? En fait, en gros, les 2 années précédentes, donc cette espèce de deuxième lame, de création, sur le backcourt, c'était dévolu à Bradley Beal, sauf qu'il mentit à la moitié des matchs. Là, si on est sur un joueur qui joue les 80 matchs, alors ça paraît peu probable puisqu'encore une fois, Mmh. il est très incertain pour le premier match contre Sacramento, mais s'il joue ne serait-ce que 70 matchs, est-ce que tu gagnes pas au global, on va dire, encore une fois, c'est un peu les théories qui étaient défendues par Tom, le copain de chez Dunk Hebdo, feu Dunk Hebdo, pendant des années, c'est de se dire, ok, enfin voilà, t'as la valeur du joueur par sa présence sur le terrain, c'est-à-dire qu'effectivement, certes, s'il est pas là, bon, t'as un mec qui step up, mais qui vient step up le mec qui était en dessous, quoi. Et effectivement, pour les Suns, ça a été un énorme problème avec toutes les absences de Bill depuis 2 ans. C'est-à-dire que quand tu sortais Bill de l'équation, bah, t'avais plus rien à mettre vraiment, alors que déjà Bill, le niveau était pas suffisamment, enfin, était pas satisfaisant. Donc moi, partant du principe que je vois pas dans quel monde aujourd'hui Jalen Green serait moins bon au global que Bradley Beal, parce que franchement, moi, Bradley Beal, je l'ai trouvé horrible la saison dernière, et j'attends de voir, parce que là, on nous dit beaucoup, oui, il va être titulaire avec les Clippers. Bon chance les Clippers pour avoir Bradley Beal titulaire en 2026 en NBA. On verra, tu vois, voilà, ça n'engage que moi. Mais de ce point de vue-là, tu vois, je pense que tu as un rendement global. Et pareil, Durant, il a été quand même pas mal blessé. Alors, sauf la deuxième saison, enfin, donc sa deuxième saison au Suns, sa première saison complète au Suns où il a joué plus de 70 matchs. Mais il y a eu quand même ces trucs d'absence où je me dis qu'en fait, globalement, alors c'est un peu démenti par l'affaire Mark Williams qui lui va être fatalement un peu absent, mais tu peux avoir un 5 de départ qui sera plus souvent sur le terrain
qui sera moins fort fatalement parce que t'as pas de rentre dedans, évidemment, tu vois, mais qui sera plus souvent sur le terrain, donc ça peut un peu se lisser comme ça aussi, tu vois. C'est un peu dans cette optique-là que je me dis, on peut, sinon surprendre, au moins être un tout petit peu au-dessus des attentes parce qu'il y a plus de rendement plancher, on va dire, quoi. Mmh. Souvent, Ouais, et puis il y a plus, d'alchimie au final quand tu fais jouer tes tout à joueurs fait, ouais, ensemble plus régulièrement, carrément. ils se trouvent plus facilement, ton projet de jeu se met plus facilement en route et c'est vrai que ça avait été la grosse difficulté avec Budenholzer l'année dernière, quoi, où je pense que moi, pour le coup, c'est un coach que j'aime beaucoup et je suis très déçu qu'il ait pas réussi à Phoenix, mais en même temps, bah, vas-y, ouais, c'est ton 5, il change toutes les semaines quasiment, donc forcément, c'est dur de créer un collectif à partir de ça, quoi. C'est ça. Mais c'est vrai que oui, ce que tu dis, quand tu as des joueurs qui, au niveau santé, sont fiables, bah, même si c'est pas la meilleure équipe du monde, bah, au moins elle se trouve quoi Mmh. et elle a de bons automatismes et c'est vrai que des automatismes sur une saison de 82 matchs où tu as jamais le temps de t'entraîner, bah, ça fait gagner des matchs, quoi. Effectivement, sachant que, bah, c'est des joueurs qui arrivent aussi, donc il va falloir les intégrer dans le projet de jeu. Mais au moins, en tout cas, ce qu'on a vu sur la pré-saison, donc c'est difficile à juger parce qu'on n'a pas vu Jalen Green, mais il y avait une certaine osmose déjà un petit peu dans le collectif. On sent que, voilà, après c'est facile à dire parce que cette osmose-là, on pouvait la sentir Mmh. sur la pré-saison, la saison dernière, et ça a vite Et sur le début de saison, et sur le début de saison, et ça a vite déchanté derrière. Donc effectivement, oui, voilà, rien n'est assuré, mais par contre, il y a peut-être des ingrédients assez intéressants de ce niveau-là. Écoute, on va s'arrêter là si ça te convient, Lucas. Finalement, on n'a pas fait beaucoup plus court que quand on est à 3 ou 4. C'est il y avait plus de questions, ça. Ouais, il y avait vraiment de la matière à débriefer et puis ça va être, voilà, là, c'était vraiment le point d'entrée là sur la saison. Je regarde donc c'est le jeudi 23 octobre que va vraiment commencer la saison pour les Suns, avec ce match contre les Kings. On va attendre ça avec impatience et voilà, et de toute façon, heu, ça qui est fou, c'est que sachant qu'on n'a pas la pression du résultat, on est un peu dans un truc où on va moins, être, nous enfin comment dire? Dans l'urgence dans nos jugements. C'est-à-dire que si ça Mmh. commence mal ou quoi que ce soit, on va pas en tirer des conclusions définitives sur les choix de draft, sur les choix de roster ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, voilà, il y a peu de choses qui sont fixées actuellement. On a réutilisé le mot laboratoire, dans cette édition et évidemment, il y a cette dimension-là cette saison, pour les Suns. Donc effectivement, ouais, moi, c'est plus ce côté-là que j'ai vraiment hâte de suivre. Finalement, peu importe la Ouais, bien sûr, route aussi, hein, bien sûr, mais la patience, c'est un luxe en NBA. Le mmh. fait de pouvoir tolérer la défaite t'offre de la patience et au final, de la patience, il y a peu d'équipes qui peuvent se permettre C'est d'en ça. avoir, hein. Et en tout cas, nous, ça faisait longtemps qu'on qu'on n'était plus dans cette logique-là, donc c'est pas mal aussi d'y revenir, d'une certaine manière, quoi. Et aussi de ne plus être la punchline, récurrente, mais ça, c'est pas gagné. On en aura encore pour quelques C'est années, pas à mon avis. fini encore, hein, ça. On en aura encore pour quelques années, mais bon, voilà, hein, encore une fois, l'ami Matisse Biel a bien cherché, donc on prend ça et ça paraît assez logique d'en être là, aujourd'hui. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Lucas. On se retrouve Bah, bientôt. merci Rod. Bah, de rien. On se retrouvera bientôt pour un nouveau numéro, c'est sûr, pour commenter un peu le début de saison déjà et peut-être, voilà, continuer sur les hot takes, les conclusions hâtives, ce genre de choses et tout machin pour un peu se marrer. Bah, écoute, on espère retrouver nos compères là pour les prochains épisodes. En tout cas, merci beaucoup à tous les auditeurs de continuer à nous suivre et à nous soutenir et voilà, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Valley Hoop. Ouais, et puis surtout que les gens hésitent pas à faire leur propre échelle de nage dans les Carrément. commentaires aussi, parce qu'on voit à chaque podcast, il y a vraiment des commentaires super détaillés, super Ouais, intéressants. sur Ouais, YouTube notamment, ouais, c'est c'est super. vraiment cool à lire, ouais. Carrément, D'avoir carrément. vraiment, bah, des gens qui prennent le temps d'écouter l'émission, d'étayer leur avis derrière. En vrai, c'est très, très chouette, quoi et puis là, c'est l'occasion en plus cette semaine vu qu'il y a beaucoup de questions donc Ouais, carrément, effectivement, tu fais bien de l'ajouter, ça peut être, complètement intéressant. Je pense que, ouais, voilà, vu la logique un peu de nos auditeurs, enfin certains de nos auditeurs sur les commentaires YouTube, on risque d'avoir des retours très intéressants à la suite de cet épisode et on attend ça avec impatience. Bah, merci beaucoup en tout cas, Lucas, et à très bientôt dans Valley. à bientôt, ouais. Bye.